D'accord. Allez, j'y vais. Bon, ben nous arrivons dans la dernière séquence de ce week-end des 40 ans. Depuis vendredi, le parcours pour ce temps d'anniversaire nous a permis à la fois de revisiter les intuitions fondatrices du Forum 104, de nous interroger sur les nouveaux défis, tout en expérimentant dans les ateliers de nouvelles voies. Donc chacun a pu se faire sa propre opinion. On a peut-être encore plus de questions aujourd'hui que vendredi à l'ouverture de ce week-end d'anniversaire. Mais il y a une chose dont je suis sûr, enfin j'y crois, c'est que se dégagent quand même déjà des acquis ou des invitations assez claires. Donc je voudrais en prendre que quelques-unes avant de laisser la parole à Amdam. Et je te rends ton crayon que je t'avais emprunté. Merci. Alors, le forum 104, on en a vraiment conscience, doit faire mieux que proposer la juxtaposition de propositions. Soyez certains, il continuera demain, dans l'avenir, de nous inviter à aller chercher chez les autres, plus que de rester chez nous-mêmes, et de favoriser les rencontres probables, mais aussi les rencontres improbables, qui nous sont permises par toutes les structures adhérentes du forum. Pourquoi ? Parce que nous voulons que la spiritualité ne reste pas un archipel avec sa diversité, mais devienne véritablement, on l'a entendu plusieurs fois, un bien commun précieux, une aide au partage et un chemin de fraternité. Et là, il y a du travail. Ensemble, cette richesse des traditions de spiritualité aidera, et on l'a entendu, certains nous ont encouragés à ça, à donner une dimension politique à la sobriété et à la fraternité incontournable pour les années qui viennent, pour les défis de transition qui se présentent à nous. À notre manière, tous, les uns les autres, dans nos associations et surtout ensemble, nous pourrons aider un politique débordé, comme on nous en a parlé, avec notre contribution positive. Évadés, infiltrés, militants, méditants, nous sommes aussi tous des conspirateurs positifs, je reprends la formule, prêts à donner réalité à notre grand récit 2040, mais aussi 2063 si on projette 40 ans de plus à aujourd'hui. L'hospitalité du Forum 104 lui permet, et on l'a entendu plusieurs fois, d'être ce creuset où nous pourrons apprendre ensemble à danser sur le chaos. C'est bien ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous. Jung avait l'espoir anxieux que le sens l'emportera, que l'humain aurait capacité à vivre debout à l'écoute de sa propre réalisation éthique, mais adaptée à son époque. Le forum, lui, dans ce contexte, sera un vrai message d'espérance en restant à l'avant-garde de toutes ces vibrations qui font avancer les uns et les autres, qui mettent en mouvement, et surtout en accueillant tout le monde. Cette hospitalité, elle est ouverte à tous ceux qui cherchent. Voilà. Pas beaucoup plus de choses à vous dire. De toute façon, il y aura des conclusions, mais on a un agora de clôture qui va nous permettre aussi de consacrer un peu de temps à l'invention de ce nouvel art de vivre ensemble. Donc, Amdam, tu es prête ? Je vais bientôt te passer la parole, mais je vais donner quelques petites précisions pratiques pour terminer ce week-end. On va se retrouver à la fin de l'Agora. Et là, notre directeur, Frédéric, et notre président Tanguy diront quelques mots vraiment très courts. Et nous serons après conviés, pour ceux qui le souhaitent, à une célébration eucharistique à la chapelle Notre-Dame des Anges, qui sera présidée par le père Dominique Lang, pour mettre un point final à cet anniversaire. C'est un temps d'inspiration chrétienne qui est aussi un retour à la source du Forum 104, à l'esprit des origines. Dernières petites informations pratiques.
Je vous ai parlé au tout début de la fresque de l'Espérance. Je ne sais pas si vous l'avez repérée. Elle est juste dans le couloir en sortant. Vous pouvez encore inscrire vos souhaits pour l'avenir du forum. Il y a encore beaucoup de place. Et il y a aussi un livre d'or qui se trouve sous la verrière. Vous avez pu aussi croiser 3 boîtes de dons. 3 boîtes de dons, soit pour régler la revue Présence avec une indication de contribution, mais on y reste très très libre, soit pour soutenir, je dirais, l'action du forum. Mais sachez que votre participation sera toujours au-delà de nos espérances et en deçà de nos besoins. Mais merci à tous. Alors, pour ceux qui le souhaitent, quelques petites infos comme ça, mais que vous retrouverez sur le site, qui sont les prochains rendez-vous du forum. Alors, le 11 octobre à 19h30 avec Tanguy, vulnérabilité et espérance. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Tanguy vous en parlera. Vivre libre ou mourir à la lumière des lois de Morgane, le 13 octobre. C'est un cycle à 20h, un cycle animé par Norbert Chatillon, qui est psychanalyste. La fresque, il y a beaucoup de fresques, celle du climat, de l'espérance, et il y a la fresque des imaginaires le 16 octobre à 18h30 par Huguette Viala. Et les fondements du travail qui relie, qui est la première conférence d'un cycle en distanciel, je crois, animé par Christine Christophe. Tu es là, donc vous pouvez l'interroger. Nous, on sort d'une sorte de pré-introduction à ce cycle qui nous a beaucoup touchés. C'est le 17 octobre à 20h. Voilà. Et vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à une séance de bilan sur ce week-end. Alors on va laisser passer un petit peu de temps pour voir un petit peu dans ce bilan qu'est-ce qui se dégage, quels sont les chantiers qu'on aimerait avoir en commun et comment approfondir les choses. Donc ça sera une séance de retrouvailles pour un peu approfondir tout ce que nous avons vécu et tout ce qui nous paraît être relativement essentiel. Alors cette séance aura lieu le 20 novembre ici à 18h. Voilà, je vous ai tout dit. C'est un lundi. C'est un lundi, 18h. Donc maintenant, place à l'agora de clôture. On invente, nouvel art de vivre ensemble, c'est ça? À toi, Amda. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Georges, pour toutes ces informations et pour nous avoir redonné le cadre et le contexte dans lequel on est réunis depuis déjà 2 jours. Bonjour à tous. Très heureuse en tout cas d'être avec vous. Très heureuse particulièrement d'animer cette agora avec nos 3 témoins et avec vous tous un peu plus tard dans le temps qui nous est imparti. Je suis particulièrement heureuse en effet d'animer cette agora parce qu'elle est, vous allez le voir, résolument tournée vers l'avenir. Vers l'avenir et porteuse d'espoir et en même temps fortement ancrée dans le présent et dans l'action. Les expériences partagées par nos témoins, mais également par vous un peu plus tard dans les 2 heures que nous avons ensemble, permettront, je l'espère sincèrement, d'apprécier ensemble comment nous pouvons co-construire un nouvel art de vivre ensemble. La vague de crise combinée que nous traversons depuis déjà plusieurs décennies, sanitaire, sociale et environnementale, nous place face à une exigence de réflexion et d'action. Elle réclame une analyse des causes profondes et de ce qui devrait être changé en profondeur. Alors, très rapidement, mais ça a été dit, vendredi, nous avons fait un voyage dans le temps. Nous sommes retournés un peu dans le passé et avec une rétrospective du Forum 104 présentée par son président Tanguy Châtel, par son directeur, président, c'est bien ça. Nous avons pu apprécier les évolutions par lesquelles le Forum est passé depuis ces 40 dernières années. Hier, nous avons à nouveau voyagé dans le temps, cette fois-ci dans le futur, puisque lors du forum collaboratif, nous avons été invités à nous projeter en 2040 et imaginer un récit d'un futur souhaitable dans lequel nous vivrions en 2040. Aujourd'hui, on reste dans le présent. On reste aujourd'hui avec des actions qui sont déjà en route, qui sont déjà à l'œuvre, mais on garde bien sûr le regard vers l'horizon, le regard tourné vers l'avenir, et nous allons ensemble envisager comment co-construire un avenir
un vivre ensemble plus souhaitable. Alors pour cela, nous allons découvrir ou redécouvrir les expériences de vie de nos 3 témoins, mais également les vôtres dans la salle. J'y reviendrai un peu plus tard. Nous aurons un temps où on pourra également apprendre de vos propres expériences. 3 questionnements vont jalonner nos conversations durant les 2 prochaines heures. Comment retrouver individuellement et collectivement le chemin de ce qui compte vraiment pour nous construire et faire société? Comment retrouver le goût de l'autre et la joie de vivre ensemble? Comment faire de nos diversités d'appartenance une richesse et non un facteur d'exclusion ou de violence? Pour réfléchir sur ces 3 questions, mais également sur d'autres au travers de leur parcours de vie, nous allons dans un premier temps avoir la joie d'entendre les témoignages de Mathieu Labonne, Malek Boukerchi et Caroline Sost. Je les présenterai bien sûr individuellement au moment où chacun prendra la parole. Dans un deuxième temps, vous serez invités à échanger entre vous, à faire connaissance, à vous découvrir, car finalement nous avons tous de belles histoires également à raconter. Et dans un troisième temps, nous reviendrons tous ensemble dans un échange collectif qui sera l'occasion d'approfondir les points qui ont été présentés par les témoins et de poser des questions. On va commencer cette agora avec Mathieu. Merci Mathieu d'être présent, Mathieu Labonne. Mathieu, tu es président et directeur de la coopérative Oasis et tu as fondé les Co-Hameaux du Plessis. Je souligne que tu as un parcours de scientifique puisque tu as une formation d'ingénieur. Tu as également été chercheur au CNRS en climatologie. Et tu as été un temps, durant 6 ans, directeur de Colibri et coordinateur en ce moment également du centre AMA, qui fonctionne, et je le précise, via une gouvernance participative. Alors, le site de la coopérative Oasis évoque la force de l'expérimentation. J'aime beaucoup cette phrase. Tous les jours, nous désapprenons beaucoup et nous apprenons plus encore. Alors, à propos du vivre ensemble, quels apprentissages les Oasis peuvent-elles partager avec nous ? Et là, vous m'entendez? Oui? Super. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, merci de l'invitation. C'est un bon âge, 40 ans. Moi, j'ai eu 40 ans cette année, donc je peux le dire d'autant plus. Et voilà, c'est quand même chouette dans des organisations qui durent 40 ans. Bravo à vous d'avoir fait ça et j'espère qu'il y aura plein de belles nouvelles années à venir. Alors, pour répondre à ta question, déjà peut-être rappeler ce que sont les Oasis. Peut-être tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, en tout cas comment on utilise ce terme-là. La coopérative Oasis, donc les Oasis, ce sont des communautés intentionnelles, donc des écolieux, on peut dire autrement, collectifs. Donc si vous voulez, c'est avant tout un collectif humain qui décide de prendre soin d'un lieu avec un projet en commun. Donc c'est un collectif, un lieu et un projet, une raison d'être. Il y en a partout aujourd'hui qui fleurissent. Alors, à la fois, il y en a beaucoup, à peu près 1000 dans le réseau de la coopérative Oasis, donc c'est à la fois beaucoup et en même temps on peut dire que c'est pas du tout assez à l'échelle de notre pays. Et ça prend des formes très variées. Il y a des écolieux, des éco-villages, des éco-hameaux, des habitats participatifs, des fermes collectives, des tiers-lieux écologiques, etc. Il y a plein de formes de vie collective qui se mettent en place aujourd'hui comme une réponse aux crises que tu as mentionnées, donc les crises à la fois démocratiques, sociales, écologiques. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ces lieux? Déjà peut-être, ces lieux fonctionnent un peu comme des espèces de micro-sociétés. Donc on est peu nombreux, c'est des lieux où on ne vit quand même pas à 200. En général, en gros en France, c'est en moyenne entre 10 et 25 personnes dans ces lieux, donc c'est petit. Donc ce n'est pas forcément extrapolable à une grande échelle, si ce n'est que dans une pensée un peu plus archipélique, on peut voir notre société comme un ensemble d'immeubles, de quartiers, de villages, donc finalement de petits collectifs qui fondent en fait le tissu de la société. Et ce tissu social, il est fragilisé aujourd'hui par aussi une pensée occidentale et particulièrement française, où on considère l'individu et la nation, mais tout ce qui est intermédiaire est un peu nié par le système actuel. Ce que ces lieux expérimentent déjà, avant de dire ce qu'ils apprennent, parce que ces lieux, en fait, ce sont des laboratoires. Il faut vraiment les penser comme des laboratoires aujourd'hui. Et moi,
je me délecte de ce que ces lieux vivent comme laboratoire des expériences qu'ils font. Ils apprennent finalement qu'ils travaillent. Comment est-ce qu'on fait une société autrement, donc qui correspond aux valeurs, on a vu qu'on a en commun ici, des valeurs de plus de sobriété, d'autonomie, de convivialité, de solidarité, etc. Dans une logique qui n'est pas une réponse par des institutions, mais d'une réponse par des relations. C'est-à-dire de passer d'un monde basé sur l'institution à un monde basé sur la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la société occidentale moderne, elle a répondu à tous nos besoins par des institutions. Je veux dire, les questions de solidarité sont prises en charge par les institutions, les personnes âgées sont prises en charge par des EHPAD, les enfants par l'éducation nationale, etc. On crée des institutions pour répondre à nos besoins. Ces sociétés se disent comment est-ce qu'on se réapproprie nos besoins fondamentaux sans attendre d'institutions d'y répondre. C'est-à-dire que les institutions sont mauvaises, parce que dans un contexte actuel, elles sont en situation d'effondrement. Elles sont parfois en situation même de mort imminente pour certaines. Donc dans le monde qui arrive, on va devoir peut-être un peu moins compter les institutions pour répondre à nos besoins et peut-être juste se les réapproprier, ces besoins, pour y trouver des réponses. Donc ces lieux cherchent des réponses autres, en disant comment est-ce qu'on peut reproduire notre nourriture, mieux s'occuper de nos enfants, comment est-ce qu'on peut mieux partager des espaces, comment est-ce qu'on peut créer des communs tous ensemble. Et c'est là où ces lieux sont intéressants, c'est qu'ils ne fonctionnent pas sur une thématique, l'alimentation, l'énergie, etc. Mais souvent, ils font un travail un peu complet, en disant comment est-ce que finalement, c'est là le côté laboratoire, comment est-ce que ça s'articule ensemble? Parce qu'aujourd'hui, les transitions séparées, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est la vision très du gouvernement. Enfin, des pompes à chaleur, ça va résoudre tous les problèmes. Voilà. Ce n'est pas malheureusement, à mon avis, ce qui va se passer. Il y a besoin d'un vrai changement de paradigme qui induit un changement dans tous ces domaines, et pas dans un seul domaine. Alors, quand ces lieux fonctionnent, ils vivent à petite échelle ce que la société vit à grande échelle. C'est-à-dire quoi? C'est que l'être humain, c'est compliqué, déjà. Il faut le savoir. L'être humain, c'est compliqué. Vous savez déjà le savoir, je pense. Pourquoi c'est compliqué, l'être humain? Je vais prendre un exemple, il y en a beaucoup d'autres. C'est qu'on est un être social, on a besoin de relations humaines, mais on est aussi un être individualisé. On a besoin de s'individualiser, de se démarquer. Et toute la polarité de l'individuel et du collectif, elle façonne une société compliquée aujourd'hui. Donc la réponse à la société, où comme les individus sont différents, la réponse qu'on y apporte, c'est le rapport de force, c'est les clivages, c'est les tensions qui régissent aujourd'hui tout le monde politique. On parlait de politique tout à l'heure, j'aime bien que ce mot soit employé, c'est-à-dire que la politique aujourd'hui, c'est la politique du rapport du force et du clivage. Aujourd'hui, la société est clivée et elle se clive de plus en plus. Et ça, c'est quelque part une conséquence de deux phénomènes. Un phénomène qui est normal, c'est que l'être humain s'individualise, donc on est tous différents, on n'est pas tous identiques. Même un lieu en apparence de gens qui ont des mêmes valeurs, ils vont réaliser qu'en fait, ils sont différents. C'est ce qu'ils apprennent déjà quand ils vivent ensemble. Même si vous prenez une communauté d'anarchistes libertaires, ils vont se dire, mais en fait, on est plus ou moins anarchistes les uns que les autres. Vous comprenez? L'être humain, il passe son temps à réaliser qu'il est différent l'un de l'autre. Et c'est ce qui permet d'apprendre au passage. Et en même temps, la réponse aujourd'hui dans la société à grande échelle, c'est que quand on est différent et qu'on ne se connaît pas, du coup, on se confronte. On crée des clivages. On diabolise l'autre, etc. Dans une micro-société qui a un écolieu, on est tous différents. Il y a beaucoup de mixité. C'est même un souhait de mixité souvent dans les écolieux. On cherche cette mixité, cette diversité culturelle, sociale, générationnelle. Et quand on la rencontre dans l'écolieu, on ne peut pas juste fonctionner avec du rapport de force ou des clivages. Voilà. Autant dans un village, on peut avoir notre voisin qui vote pas la même chose que nous, qui pense très différemment nous sur plein de sujets, et on peut, en gros, ne pas lui parler. Dans un écolieu où on partage, où on crée des coms, on a besoin de se parler. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on remplace l'institution par la relation. C'est-à-dire ce qui va créer le fondement de la politique, c'est la relation. Et quand on crée de la relation, quand on crée de l'interconnaissance, on crée le terreau numéro 1 de la démocratie, normalement, c'est la confiance. C'est-à-dire que même des personnes avec qui je n'ai pas les mêmes opinions, si je partage ma vie avec eux, ça devient entre guillemets des frères et des sœurs avec qui on chemine, un peu comme les moines. Vous pensez que les moines pensaient tous pareil dans les communautés, vous vous trompez. Hein. Ils avaient sacrément des différences, mais ils étaient quand même des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils créaient cette fraternité qui était le fondement finalement d'une vie collective et d'une création de commun. Et dans les écolieux, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est que cette diversité, on peut la vivre autrement que par du rapport de force et du clivage. C'est ce qu'on appelle, nous, des polarités. Et c'est là où ça peut être très beau. En fait, la première chose que les lieux apprennent, c'est de transformer leur rapport au conflit. Le conflit est inhérent à la société humaine. Et souvent, dans les milieux un peu militants comme nous, on n'aime pas trop le conflit, on n'aime pas trop le désaccord, on est un peu, la bienveillance, ce serait de penser tous pareil. Mais non, ce n'est pas l'humanité, ça. L'humanité, elle fonctionne avec ses différences, avec des points de vue différents, avec des systèmes de valeurs même différents. Et ça, on ne pourra pas y changer grand-chose, j'ai envie de dire. Par contre, ce qu'on peut arriver à faire,
C'est avec mon voisin qui vote pas du tout comme moi, et on n'a pas les mêmes pas mal de sujets, on peut créer de la solidarité, de l'autonomie, de la convivialité, parce qu'on va se connaître et qu'on va partager un destin commun. Donc ces lieux apprennent ça. En gros, comment transformer nos polarités, les polarités qui habitent tout collectif humain, non pas en conflit, mais en richesse. Et ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui du vivre ensemble. C'est transformer nos polarités, de savoir les articuler pour ne plus en faire des zones de conflit. Et moi, j'adore ça parce que les écolieux sont des laboratoires ultra créatifs en outils, en procédés, en travail sur soi aussi, en outils pour travailler sur nous-mêmes pour y arriver. Et c'est justement là où ça rejoint la question des militants, on parle du terme de militants et méditants. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là, et je pense que les militants doivent être plus méditants, et l'inverse aussi, les militants doivent être plus militants dans la société qui arrive. Et que dans ces lieux, des personnes, de par cette rencontre de l'autre, avec au départ une intention d'écologie, de solidarité, de partage, de création de communs, etc., donc une portée politique à leur action, ils en arrivent à la nécessité de travailler sur eux-mêmes. Parce que le miroir de l'autre, si on ne veut pas que ça devienne juste une source de conflit, nous invite à revoir, à relativiser peut-être nos façons de penser, à se détacher de nos propres histoires pour créer un récit collectif. De passer de l'individualisme qui aujourd'hui domine partout. L'individualisme, c'est quand même le substrat de la civilisation moderne occidentale, il faut le savoir. Et on a besoin de penser un peu les choses autrement. Oui. Comme le temps passe très vite et que c'est passionnant. Non, je voulais pas te couper parce que si tu permets, je vais combiner les autres questions en une qui finalement, toutes ces questions sont liées à ce que tu as dit. Tu parles de relations, tu parles de diversité, tu parles de l'individuel et du collectif, et tu parles aussi de méditants. Quelle est finalement la place que peut prendre la spiritualité quand on est dans une réflexion de changement? Et je voudrais faire le lien avec le livre que tu as publié l'année dernière qui s'intitule « Servir le monde, la voie de l'écologie spirituelle ». Donc avec cette question en multiples sous-questions, finalement, quelle est la place de la transformation individuelle dans la transformation collective? Comment cette double transformation est liée avec une dimension spirituelle? Et surtout, si tu peux aussi nous dire quelques mots sur le titre, pourquoi avoir choisi ce terme « servir le monde ». Voilà. En 5 minutes, si tu penses que... Il y a beaucoup de questions. Alors, moi, en tout cas, ma conviction, c'est ma conviction et c'est mon chemin de vie, en tout cas, c'est mon centre d'intérêt numéro 1, c'est même une passion. C'est cette rencontre, effectivement, du militant et du méditant. Parce que je pense que d'un côté... Pardon. Ah, je pense qu'il faut... Ouais, c'est bon. Je pense... Ça va ? D'un côté, on a... Je vais grossir un peu le trait, vous me pardonnez, j'ai que 5 minutes, mais on a des méditants qui se désintéressent que le fait que le monde va mal et qu'il y ait de plus en plus de gens pauvres, etc. Et des méditants et des militants qui s'y intéressent beaucoup, mais qui sont un peu malheureux et tristes parce que le monde ne change pas comme ils auraient envie qu'il change. Voilà. Et je pense qu'il y a une rencontre ultra féconde, et ce lieu peut l'incarner. Ça va au niveau du micro? Ouais. Ouais. Ça va, ça fait pas mal aux oreilles. Oui. Plus près du micro. Voilà, sinon c'est trop fort. D'accord, bah oui, je vais faire un peu. D'accord, merci. Alors moi je pense que d'un côté, les militants ont beaucoup à apprendre de ce que les méditants, c'est un peu des mots un peu raccourcis, mais ont découvert sur l'importance de se détacher de son ego, de sa propre histoire, de ne pas vouloir changer le monde, mais plutôt vouloir le servir. Je pourrais en parler après, parce que c'est pas la même attitude de vouloir sauver le monde, changer le monde, ou de vouloir le servir. C'est une attitude extrêmement différente. Et d'un autre côté, je pense que les méditants ont une énorme et très belle occasion de travailler sur eux-mêmes et de contribuer positivement à la société, ce qui arrive aujourd'hui. Donc moi je pense que cette rencontre peut être féconde. Alors peut-être pour revenir dessus, d'un côté on a des outils que nous offre la spiritualité. Moi c'était mon cas, donc je suis quelqu'un qui est assez engagé sur les questions d'écologie en même temps, donc je suis engagé dans une démarche spirituelle. Et le fait d'avoir mis ma démarche spirituelle quelque part au service de ma démarche d'engagement me permet aujourd'hui d'être heureux dans un monde qui va mal. Voilà, en gros, déjà. Parce que être malheureux, ça aide pas le monde, faut le savoir, déjà, d'une part. Deuxièmement, aussi, de bien comprendre que je peux avoir envie de participer à certains changements, mais j'en suis pas l'unique responsable. C'est-à-dire que, comment dire, en gros, on dit en Inde, dans la Bhagavad Gita, qui est un grand texte sacré de l'Inde, on dit tu as le droit à l'action, mais pas au fruit de l'action. C'est-à-dire qu'en gros, je peux agir, mais le résultat ne dépend pas que de moi.
Donc ce détachement par rapport aux fruits de l'action, c'est ce qui manque parfois à des militants. On parle beaucoup de burn-out militants. C'est des gens qui pensent que par leur action, ils vont changer le monde et qui, du coup, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, se trouvent épuisés, tristes. Voilà. Et donc, j'ai cette chance d'avoir des outils intérieurs, vous en avez sans doute aussi dans vos différentes traditions spirituelles, qui me permettent de rester heureux et d'être connecté finalement à la vraie source du bonheur et de la joie, qui n'est pas le fait que le monde change, qui est d'un autre plan. A l'inverse, j'ai envie de dire, quand on est aujourd'hui dans une démarche spirituelle, ce que nous apporte le fait de se mettre au service du monde, moi je dirais c'est la plus belle des pratiques spirituelles possibles. Même Ama, en tout cas, donc, mon maître spirituel, dit ça. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le seva, donc le service des intéressés, elle le voit comme la pratique la plus sûre aujourd'hui pour un chercheur spirituel. Il y a tellement de confusion au niveau de notre mental, au niveau de notre ego. Mettez-vous au service des plus fragiles, des plus pauvres, de la nature, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, en gros. Voilà. Et en même temps, ce travail sur soi, on dit beaucoup que le seva, donc le service, c'est le savon qui purifie le mental. C'est-à-dire c'est par justement le fait de dépasser les likes and dislikes, de ne pas faire ce qu'on veut, mais de faire ce qui est juste, qu'on va peu à peu nettoyer notre mental qui est quand même pas mal encrassé par des apprentissages aussi de nos conditionnements. Alors pourquoi ce terme de service, moi, il me parle parce que le titre du livre, Servir le monde, bon, d'une part parce que le terme du seva, donc du service intéressé, est dans ma voie spirituelle un pilier fondamental. Le seva, le karma yoga, on dirait aussi en Inde, la voie de l'action, c'est une des grandes voies de la tradition de l'Inde, et moi, c'est mon chemin spirituel, même si j'ai d'autres pratiques. Et aussi, ce terme du service était un peu par opposition aux questions de, justement, on entendait beaucoup à une époque, qui voulait changer le monde, sauver le monde, etc. Moi, j'aime pas ce vocabulaire. On n'a pas besoin d'être sauvé. Vous savez. Par contre, on a besoin qu'on le serve un peu plus, quoi, et qu'on se serve moins de lui, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, cette question du service, elle est cruciale. Tout à l'heure, je pensais à Einstein, qui a cette citation que je trouve très belle. Alors, est-ce que c'est vraiment d'Einstein? Parce qu'Einstein, il a écrit beaucoup de citations qu'il n'a pas vraiment dites, mais bon. En tout cas, il aurait dit il faut passer du paradigme du succès au paradigme du service. Donc passer de société qui a érigé en absolu la réussite individuelle, qui est souvent une illusion au passage, à celle du service qui est une valeur éminemment collective. Alors, se servir soi-même, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Voilà, donc je crois beaucoup à cette rencontre et cette fécondité, et d'une part pour aider les militants à être heureux, déjà, simplement, et puis aussi avoir une action plus juste, et moins conditionnée par leur propre ego aussi, parce qu'on peut se battre contre quelque chose qui renvoie à notre propre histoire, si on n'a pas fait notre travail sur nous-mêmes, et d'un autre côté, d'engager les personnes qui sont sur un chemin spirituel. Ils ont tellement de ressources à disposition, mettez-les au service du monde, au service de ces grandes crises. On peut pas être insensible aujourd'hui à la situation, que ce soit la situation écologique, la situation sociale, etc. Et à notre échelle, on peut tous trouver des moyens d'agir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste avant que le carillon se mette en place, on peut applaudir Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. Et donc, comme je disais, tu as parlé de diversité, tu as parlé d'aller à la rencontre de l'autre et d'utiliser les ressources que la spiritualité nous offre pour les mettre au service. Et dans cette question de diversité, on va avoir un échange avec toi, Malek Boukherchi. Donc, pour te définir, il y a plusieurs termes que je vais employer. Certains de ceux-là vont être expliqués ensuite dans l'échange qu'on aura, mais on peut parler de guetteur-tisseur de rêves, de philo-conteur, d'anthropologue du lien social et d'ultramarathonien. Tout ça est juste. Alors, tu te définis toi-même comme guetteur-tisseur de rêves et tu dis que c'est l'art de faire féconder la réalité par les rêves, car rien ne vaut un rêve pour créer le futur. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour envisager un nouvel art de vivre ensemble. Ma première question, c'est comment est-ce que le conte et le rêve peuvent contribuer à ça? Je vais être extrêmement humble dans les réponses que je vais essayer d'apporter. Vous savez ce qu'on dit dans la gnostique grecque du 5e siècle. Il disait jadis, les questions rassemblent, mais les réponses divisent. Donc, il y aura ma sensibilité de réponse qui sera forcément en écho avec la vôtre. Alors c'est vrai, le rêve et le conte, c'est intéressant de parler de ça, surtout dans une société, ça a été évoqué par Mathieu,
dans une société de plus en plus anxiogène, nous sommes dans une société d'abondance, rongée par les travestisseurs du réel, les manipulateurs d'espérance, par les fausseurs de ferveur et par les voleurs de feu. On est entouré de ça, hein. Quand vous écoutez le climat anxiogène médiatique, et vous pouvez vous dire, mais comment on peut parler de rêve et de contes? Plus que jamais, c'est une urgence. Parce que depuis l'aube des temps, l'humanité s'est construite à travers le rêve. Et l'humanité s'est construite à travers les contes, à travers les histoires qui nous structurent depuis l'aube du temps. Et quand vous associez le conte et le rêve, conte plus rêve, cela nous donne émerveillement. Voilà l'équation du conte et du rêve. Et le monde ne mourra pas par manque de merveille, parce que le monde est beau, mais mourra par manque d'émerveillement. Autrement dit, notre capacité à s'étonner. C'est retrouver la fraîcheur du premier regard, c'est oublier ce que l'on croit savoir, et c'est se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Alors, moi, le terme guetteur tisseur de rêve, si je vais être honnête, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, hein. Je l'ai découvert au Faso, quand j'ai traversé le pays en courant. Donc moi, je traverse les pays en courant, et quand vous courez, vous rencontrez les gens, parce que les gens, ils s'étonnent. Pourquoi tu cours ? Et surtout en Afrique noire, là-bas, vous savez, il y a deux couleurs, blanc et noir. Et comme je suis pas blanc, comme je suis pas noir, je suis blanc. Et ils te disent, pourquoi toi, le blanc, tu traverses le pays en courant? Pourquoi tu te fais aussi mal? Ça, c'est l'ultramarathon des extrêmes qui permet d'aller à la rencontre du monde. Parce que quand vous courez, quand vous marchez, vous rencontrez le monde à la hauteur d'hommes et de femmes. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas autre chose. Vous êtes au contact et les gens sont extrêmement surpris. Et au Faso, dans ce pays que j'adore énormément, hélas, qui est en proie maintenant à plus que des défaillances. Je me suis perdu, forcément, dans le désert. Et j'ai rencontré un village. Je suis arrivé dans un village paumé, et là-bas, la première personne qui m'accueille, alors il est surpris parce qu'il me disait, mais tu viens d'où? Parce que tu viens de nulle part. J'arrivais de Ouaga, il y avait plus de 400-500 km dans le désert paumé. Et il me dit, mais tu viens d'où? Et bien, je dis, j'arrive de Ouaga et je vais aller à Bobo Dioulasso, la capitale du Sud. Il me dit, à pied? Oui, à pied, voilà, je traverse en courant. Il fait, c'est incroyable. Et tu viens nous voir. Ben là, je suis paumé, j'ai besoin de toi, parce que je ne sais pas où je suis, mais j'ai besoin de toi. Et moi, au début, j'avais prévu juste un stop and go, je n'avais pas prévu de rester. Je voulais aller à Bobo pour aller à la réserve de Biandafara, où il y a les éléphants, parce que je suis fasciné par les éléphants. Et là, il me dit, attends, viens, installe-toi, on va discuter. Alors moi, je suis content, je m'installe, forcément, parce que la vie, c'est rencontre, hein, c'est le seul luxe. Rencontrer les gens. Les plus beaux paysages, ce sont les visages, il ne faut pas l'oublier. On peut traverser des paysages fascinants que sont les déserts, riches de forces telluriques, riches de forces célestielles. Chez nous, dans la tradition berbère, on dit que les déserts, ce sont des maisons aux parois de néant. Un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes touché par l'essentiel. Et essentiel, écrivez-le en deux mots, essence-ciel. Vous êtes dans l'essentiel. Vous n'êtes pas dans le futile, comme dans nos sociétés modernes, où on est totalement déconnecté du réel. Là-bas, vous êtes dans l'utile et non dans le futile. Et donc, Joseph, ce chef de village, il m'accueille. Alors, les enfants sont surpris, ils viennent te toucher parce qu'ils n'ont jamais vu un blanc. Ça date de 15 ans. C'est pour vous dire, il y a des villages paumés où il y a peu de gens qui traversent. Ce n'est pas indiqué sur la carte, ce village. Je suis même incapable de vous donner le nom de ce village. Il n'y a pas de nom, c'est le village, disent-ils, le village. Et ils sont surpris de voir un blanc sans cheveux. En plus, oh, il n'a pas de cheveux, c'est qui ce gars-là? Donc, il t'accueille. Et je reste avec... pourquoi je suis resté 4 jours? Je ne suis pas allé à Bobo, je ne suis pas allé voir les éléphants, je me suis installé dans ce village. Parce que là-bas, quand ils vous accueillent, ils installent un maquis, ça s'appelle un maquis. Ils mettent des chaises, je suis avec Joseph. Et à côté, il y avait tout le village, à 2 mètres, comme là. Et on commence, ils t'amènent de l'eau. Là-bas, ils disent... C'est fascinant les adages de la tradition africaine. Là-bas, ils disent, parce que moi j'étais en totale déshydratation et j'avais besoin de me réalimenter en eau, et ils me disent là-bas, Malek, n'oublie pas, même l'eau, c'est te dire je t'aime, en déposant sur tes lèvres le plus beau des baisers. L'eau est une déesse, parce qu'on reconnaît la valeur de l'eau lorsque le puits est à sec, que nous on a perdu dans nos sociétés modernes. L'eau, la ressource la plus belle, et qu'on gaspille à tout va. Là-bas, c'est une déesse, l'eau. Et donc, il t'amène de l'eau, c'est une valeur cardinale, fondamentale, c'est un respect immense. Et donc, on discute, on échange, et à un moment donné, surprise, choc visuel, et c'est pour ça que je suis resté dans ce village, ça m'a intrigué, d'où le guetteur tisseur de rêve. Je vois arriver un crocodile. Mais un crocodile qui passe en plein milieu, c'est fascinant. Moi, je suis tétanisé, je me mets sur le... Moi, je suis effrayé, un crocodile qui passe. Pour eux, c'est normal. Ils ne bougent pas.
Les enfants, les villageois, ils sont là. Toi, tu es là avec Joseph. Et tu as le crocodile qui passe avec sa queue. Et il traverse. Et là, je regarde Joseph et je lui dis, un crocodile? Il fait oui, et un crocodile. Et un crocodile qui passe en plein milieu du village, c'est normal. Il me fait, Malek, ce sont nos ancêtres. Il faut se décentrer par rapport à ce que l'on croit, par rapport à ce que l'on perçoit, par rapport à ce que l'on ressent. Et quand il te dit, ce sont nos ancêtres, moi, je suis subjugué. Je voulais voir les éléphants. Je dis, attends, je vais aller voir les crocodiles. Alors là, il y a quelque chose à investiguer. Et donc, je reste. C'était pas prévu de rester. Et je dis, comment ça, ce sont vos ancêtres? Et il m'explique que leur village, 10 km au nord, ils ont les puits et il y a un marécage. Il y a de l'eau. Et 2 km au sud de leur village, il y a le cimetière des crocodiles. Et les crocodiles basculent du marécage au cimetière. Et eux, leur rôle, c'est d'alimenter les crocodiles en aliments pour pouvoir toujours veiller sur eux. Ah oui, il te dit qu'il y a des crocodiles, c'est normal, c'est leurs ancêtres, je reste. Et il est content quand il me dit, Malek, tu peux rester, pas de problème, on va te libérer une case. Alors une case, c'est une maison d'argile, il n'y a pas de toit, il n'y a rien. Et c'est pour montrer de l'hospitalité africaine, que ce soit au Faso, que ce soit au Mali, que ce soit en Mauritanie dernièrement où j'étais, mais les gens vous accueillent avec un cœur énorme. Et c'est pour ça le monde est beau, parce que les gens veulent vivre de dignité, de justesse et de beauté, tout simplement. Donc ils m'accueillent, j'entre dans la case, ils ont libéré la case. D'habitude, il y avait 10 personnes qui vivent. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je peux vivre avec les gens, je peux dormir avec eux. Non, non, Malek, t'es un invité, on te libère la case. Alors moi j'étais heureux, j'avais une case pour moi tout seul. Mais c'était un drame, parce que la nuit, je suis tout seul dans la case, il n'y a pas de porte, tout est ouvert. Mais les crocodiles passent toutes les 3 heures. Et la nuit, là-bas, quand il fait noir, il fait noir. Nous, on a perdu la nuit. On vit dans une pollution lumineuse permanente. On ne sait pas c'est quoi la nuit noire, opaque. Elle est dense, tu mets ta main, tu ne la vois pas. Et quand tu es dans une case, tu entends le bruit, la queue du crocodile qui passe. Et tu es tout seul dans la case. Là, c'est là, tu dors pas. Moi, j'ai pas dormi, impossible. Parce que tu te dis, le crocodile, il va sentir ton odeur particulière. Tu n'es pas du village. Il va dire, tiens, il y a un invité, c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté sur le rebord de la fenêtre et j'ai attendu. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et le matin, je me lève. Je ne me suis pas dormi, donc j'étais levé à 4h30 du matin. Le soleil se lève à 4h45. Et donc, je sors pour aller voir Joseph. Et il me dit, purée, toi, le blanc, tu dors pas le matin. C'est beau, ça. J'ai pas osé lui dire, la honte, que j'avais eu peur toute la nuit. Mais vous savez, chez nous, on dit dans la tradition berbère, entre la peur et le courage, il y a un rendez-vous secret. La peur est une vigilance de l'inconfort, elle te dit fais gaffe. Il est bon d'avoir peur, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de peur, sinon c'est la paralysie. Et donc le matin, je me retrouve très tôt avec lui à 5h du mat, et c'est là où l'aventure démarre avec Joseph. Ce gars qui a 45 ans, qui n'est plus là. Parce que l'espérance de vie au Faso dans un village, c'est à peu près 45 ans. L'échelle temporelle change quand vous allez dans des pays qui vivent dans des contrées, dans des climats extrêmement contraints. Ici, à 45 ans, à 40 ans, vous êtes jeune, très jeune. À 50 ans, on est jeune. À 60 ans, on est jeune encore aujourd'hui. Là-bas, vous êtes vieux, très vieux à 45 ans. Et quand je le vois le matin, il me dit, Malek, comme tu es levé tôt, c'est bien, tu te lèves tôt le matin. Eh bien, viens avec moi, on va aller discuter avec les enfants parce que chaque matin, j'ai ma réunion avec les enfants du village. Chaque matin, à 5h du matin, il réunit tous les enfants du village. Le chef du village avec ses enfants. Et là, ça a été magique. Parce qu'on va à l'extérieur du village, ils s'installent, les enfants en arc de cercle, ils ont leur boubou blanc, Joseph est au milieu et il me dit, Malek, tu vas te mettre avec les enfants. Tu ne parles pas la langue, donc tu ne pourras pas participer, mais écoute et observe. Donc je me suis installé avec les enfants. Joseph se met au centre. Et quand il se met au centre, il prend la terre ocre du Faso, il la lève vers le ciel. Et il se met en dessous et son bout blanc devient taché de rouge. Et il commence à parler, la main ouverte. Alors il part dans un clic binamial, ils ont leur langue au Faso. Tu comprends rien, mais tu te laisses porter par la mélodie des sons, par la mélopée des mots. Tu te laisses porter par cette sonorité étrange qui te porte et te transporte vers un ailleurs. Et une fois qu'il a parlé, il reprend de la terre et il souffle dans les 4 coins cardinaux. J'ai trouvé ça magique. Et une fois qu'il a soufflé dans les 4 coins cardinaux, il se dépose, il s'installe en tailleur et il regarde les enfants. Et là, quand un enfant prend la parole, c'est un peu comme le bâton de parole. Après, j'ai eu des explications. L'enfant se lève, il prend de la terre
il jette le ciel, il se met en dessous, son boubou devient rouge, ça veut dire qu'il aura parlé. On identifie les gens par l'ocre qui s'installe dans leur boubou, c'est fascinant. Et tant qu'il est debout, la main ouverte, paume vers le ciel, on n'a pas le droit de l'interrompre. Et il parle. Ça dure 1 heure le matin, la rencontre entre le chef du village et les enfants. Et à 6 heures du matin, on va aller petit déjeuner. Alors j'ai rien compris de ce qu'ils ont dit, mais tu te laisses porter par la magie des mouvements, des sons, des couleurs. Et à la fin, je suis allé voir bien sûr Joseph pour lui dire, mais vous avez parlé de quoi? Ça a duré 1 heure, tout le monde a parlé. Vous faites quoi? Et là, il me dit, Malek, tu sais, moi, mon rôle, je suis un guetteur, tisseur de rêves. C'est là, ça vient de là le mot guetteur, tisseur de rêves. Et j'honore la mémoire de Joseph aujourd'hui quand je prends ce terme. Parce que Joseph n'est plus là. Il m'a posé la question de la transmission, Joseph. Il avait 45 ans. Et il m'avait dit, tu vois, Malek, mes enfants vivent à Ouaga. Ils ont leur téléphone portable. Ils vivent dans la grande ville. Ils ne veulent pas venir vivre dans le village. Ils ne veulent pas reprendre la charge du chef du village, qui est extrêmement dur. Et il me disait, se pose la question de la transmission. Qui va reprendre mon rôle? Grande question qui le taraudait. Mais quand il me dit, je suis un guetteur, tisseur de rêves, moi ça m'interpelle. Dans un village paumé au Faso, comment on peut parler de guetteur, tisseur de rêves? Nous, ici, dans cette société d'abondance, où on crie à bouche pleine, en général, on ne se rend même plus compte. On n'est jamais content. Et évoquer le rêve, on va vous regarder avec des grands yeux en vous disant « mais il est fou ce gars-là, comment on peut parler de rêve dans une société où tout va mal, où apparemment tout va mal ?» Et là-bas, au Faso, il n'y a rien. Vous avez un gars qui vous dit « je suis un guetteur, tisseur de rêve ». Et je lui dis « mais c'est quoi ? C'est quoi ton rôle ? Ça veut dire quoi ?» Et il me dit « tu vois Malek, la première question que j'ai posée aux enfants quand on a démarré, je leur ai dit « de quoi avez-vous rêvé cette nuit ?» C'est la première question que je pose quand les enfants se lèvent. Vous, quand vous vous levez avec vos enfants, vite, il faut aller vite, c'est toujours vite, on n'a pas le temps, il y a l'école, il y a le boulot. Est-ce que vous posez la question à vos enfants une fois qu'ils rêvent, une fois qu'ils sont sortis de leur nuit, où ils ont peut-être rencontré les anges musiciens de la nuit avec la cohorte des étoiles, on n'en sait rien. Mais pas une seule fois, il nous vient l'idée d'aller dire à son enfant, dis-moi, t'as rêvé de quoi cette nuit? Eux, au Faso, le chef de village pose cette question. Et les gens, ils racontent. Ils racontent. Et là, il me dit, tu vois, Malek, mon rôle, c'est de faire croire à ces enfants que tout est possible, que le rêve puisse féconder le réel. Donc je leur pose la question réelle, de quoi avez-vous rêvé? Et après, j'agis sur 3 domaines. Parce que, me dit-il, l'enjeu dans la vie, et mon rôle, me dit-il, d'abord, c'est de leur apprendre à bien parler. Qu'on sache utiliser les bons mots. Et c'est pour ça, nous, les conteurs, on utilise la langue dans toute sa splendeur et dans toute sa saveur. Parce que conter, raconter, c'est forcément modeler l'argile des mots dans ses pleins et déliés pour pouvoir faire advenir le juste, le beau et le digne. Voilà ce que nous recherchons dans la transmission de la parole et de l'oralité. Et voilà ce que recherchent les gens en général, de la dignité, de la beauté et forcément, constamment et de manière permanente, de la justesse dans nos actions. Et c'est ce qu'il fait Joseph dans son village. Il pose cette question. Il dit, mon rôle, c'est de faire en sorte que les enfants puissent utiliser les bons mots. Parce que tu as remarqué, et c'est vrai dans ce village, ce qui était fascinant, la plupart des enfants, il leur manquait un bras, il leur manquait un pied, il leur manquait toujours quelque chose. Alors je me suis dit, c'est la consanguinité, forcément ils sont entre eux, ils vivent entre eux. Mais il me dit, non Malek, c'est pas ça, tu te trompes, tu ne connais pas comment on vit avec les crocodiles. Et les enfants, quand le crocodile passe, les petits enfants de 3 ans, 4 ans, des fois ils veulent jouer avec le crocodile, mais ils ne se rendent pas compte qu'un crocodile c'est dangereux. Un coup de mâchoire, clac, et ça part. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui leur manque un bras, une main, et il me dit, tu vois Malek, mon enjeu c'est de montrer à nos enfants que la blessure physique, on s'en fout, ça ne compte pas. La blessure physique, ça reste des êtres entiers, des êtres intègres. Vous, demain, vous avez une grosse cicatrice, moi demain j'ai une grosse balafre sur mon visage. Quel impact sur les relations sociales? Comment on va me juger? Tiens, il a une balafre. Quelqu'un, il lui manque un bras. Quel impact dans la relation sociale? On juge énormément sur l'intégrité physique des gens. Là-bas, non, me dit-il. On s'en fout de la blessure physique. La blessure, au-delà de la blessure physique, me dit-il, c'est la blessure des mots. La blessure des mots. Parce qu'il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Et il me dit, au-dessus de la blessure des mots et de la blessure physique, la blessure du rêve. Il s'agit de cultiver les rêves, c'est une urgence fondamentale. Parce que, nous disent-ils là-bas, un homme et une femme sans rêve, c'est comme un oiseau sans ailes, il tombe.
Et les rêves ont structuré nos humanités, la conquête de l'espace, la conquête de la planète Terre, la conquête scientifique, ça démarre toujours par un rêve. Et au Faso, vous avez des guetteurs, tisseurs de rêves. Donc ça vient de là, guetteurs, tisseurs de rêves. Bon, je suis allé au-delà de ce que je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave, je conclue là-dessus, ça vient de là. Merci beaucoup. Cette conclusion est une parfaite transition pour le sujet d'après, puisqu'on va aborder les rêves, l'éducation, la transmission avec Caroline Sost. Donc Caroline, tu es fondatrice de l'école Living School et aujourd'hui responsable du centre de formation. Je ne vais pas en dire plus sur ton parcours puisque tu vas nous en parler toi-même avec cette première question, puisque tu n'es pas rentrée dans la vie professionnelle avec l'éducation, en tout cas via l'éducation et l'enseignement. Donc quel a été ton parcours et quelle a été cette prise de conscience qui a permis cette bascule et la création, la fondation de Living School? Merci Amdam et merci beaucoup au Forum. Joyeux anniversaire. Et très heureuse de retrouver mes collègues pour cette super table ronde. Oui, effectivement, moi je ne viens pas au départ du milieu de l'éducation puisque j'avais fait une grande école de commerce, figurez-vous, et travaillé dans des grands groupes. Donc moi j'ai connu tout ce qu'il ne faut pas et tout ce qui nous a jusqu'à maintenant envoyé droit dans le mur. Et en gros, au bout de quelques années de travail en marketing et dans les ressources humaines dans des grands groupes, j'ai senti un gros vide, mais un très très gros vide en moi, en me disant je ne peux pas continuer comme ça, puis s'il y en a encore pour 40 années comme ça, je vais être juste malheureuse, comme une pierre. Donc j'ai commencé à chercher. Donc j'ai bien aimé qu'ici ce soit un lieu où on cherche. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai eu la chance assez tôt de trouver une femme qui a créé une approche très très belle qui s'appelle le leadership éthique. Cette femme s'appelle Edel Goetz, elle est allemande d'origine. Et j'ai suivi un parcours de 3 années en leadership éthique avec elle. 3 années durant lesquelles j'ai eu 2 prises de conscience majeures. La première, c'est que j'avais du potentiel. En gros, j'avais des capacités, j'avais une infinité de possibilités de créer, d'imaginer, de rêver, d'avoir des visions, de les concrétiser. Et je me disais, mais mince, mais pourquoi ne dit-on pas ça aux enfants? C'est-à-dire que c'était apparu comme une évidence et je me disais, mais déjà, je revoyais toute la souffrance de mon parcours ayant été en plus une élève plutôt brillante, où je ne m'étais jamais sentie ni reconnue ni encouragée, mais plutôt poussée. Et je me disais, mais mince, ce serait tellement bon qu'on puisse dire à tous les enfants, vous avez tous des talents et vous pouvez tous apporter quelque chose au monde. On est tous uniques et on a tous du potentiel. Donc ça, c'était la première prise de conscience majeure. Et la deuxième, ça a été, et c'était il y a plus de 20 ans, l'état du monde. J'étais déjà interpellée il y a plus de 20 ans par l'état du monde et surtout très consciente que si on continuait à aller dans cette direction, on allait se prendre le mur, mais assez violemment. Alors, je dois être un peu au regret que je trouve qu'on n'a pas trop lâché la pédale d'accélérateur et qu'on se précipite encore. Voilà, on ne fait pas encore tout à fait les bonnes choses, mais il y a plein de belles et bonnes volontés partout et nous sommes les témoins de ça ce soir. Donc ça, c'est beau aussi à voir, sachant aussi que je me dis que il suffit d'une masse critique pour que ça bascule. Donc soyons cette masse critique. Et donc j'ai créé en 2007 une école éco-citoyenne qui s'appelle Living School, dont la raison d'être est de vraiment permettre par l'éducation et par la formation une réelle évolution de l'humanité. Autrement dit, faire un changement de paradigme, tu as parlé de changement de paradigme, vraiment changer de cadre de référence, sortir de la compétition pour aller vers la coopération, sortir de la vision sur le manque, la limitation, le peut mieux faire, à aller sur la vision du plein potentiel de chacun, du fait que chacun a du potentiel, chacun est unique, sortir du stress, parce que franchement c'est quand même hallucinant que l'école ce soit stressant, qu'il y ait tellement d'enfants qui aillent à l'école avec un mal au ventre, c'est juste pas à sa place, ça va pas, alors qu'on est fait pour naturellement apprendre. C'est naturel, on a presque 100 000 milliards de neurones, vous vous rendez compte? Et un enfant, naturellement, ça a envie d'apprendre, de découvrir. C'est juste de le placer dans des situations de stress, d'évaluation permanente qui ne va pas. Et donc remettre le plaisir d'apprendre.
passer de quelque chose qui est élitiste à quelque chose qui inclut, puisque quand même on est dans un système qui sélectionne à fond, surtout sur le langage et le logico-mathématique, au lieu de prendre en compte toute la diversité et toutes les intelligences et la globalité aussi de l'être humain. Donc voilà, il y a un énorme travail à faire. Et donc en créant Living School, je me suis dit qu'il y aurait 3 axes fondateurs. Et c'est vraiment drôle parce qu'on a fêté nos 16 ans là. Et c'est toujours les mêmes 3 axes. Ça n'a pas bougé. Donc comme quoi la vision était bien. D'où l'importance d'avoir des rêves. Et d'où l'importance d'avoir des visions. Parce que ça structure la suite. Et donc le premier axe pour moi, c'était de se dire le savoir-être est essentiel et nous avons besoin d'apprendre à être à l'école, pas à avoir, mais à être. Et que ça s'apprend et ça se transmet en travaillant nous-mêmes sur nous. Donc tu vois, je rejoins complètement ce que tu as dit Mathieu, c'est que le travail sur soi est un prérequis chez nous. Pour nous, c'est obligatoire de devenir conscient à la fois de notre immense potentiel et conscient aussi de notre ego négatif que les enfants ont appelé le crocodile. Donc à Living School, on a tous du potentiel et on a tous un crocodile. Et nous, les adultes, nous travaillons particulièrement sur notre plein potentiel et sur notre crocodile pour le faire diminuer. Et les enfants aussi, ils font la même chose. C'est-à-dire que nous évoluons tous par rapport à ça. Donc le savoir-être, il y a même des heures dédiées dans l'emploi du temps pour faire du savoir-être. Et puis, le deuxième axe chez nous, c'est l'éco-citoyenneté. Moi, je n'avais pas envie de faire une énième école bilingue ou de la bienveillance ou du bien-être. Pour moi, c'était important le sens. C'est se dire à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert d'apprendre. Et je trouve que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaillait sur soi en profondeur et qui n'ait pas une envie de contribuer à un monde meilleur, qui n'ait pas envie d'être dans l'altruisme, dans le fait de se servir, comme tu le disais. Je trouve qu'au fond, nous sommes faits pour ça et même nous devenons joyeux en faisant cela. Donc c'est vraiment super de pouvoir se rencontrer en chacun cette capacité d'apporter un mieux sur la planète. Donc nos élèves, c'est formidable parce qu'ils arrivent quelquefois avec des rêves. Tout à l'heure, vous allez voir une petite vidéo d'une petite fille qui est arrivée, elle s'appelle Léane. Elle est arrivée un matin en disant, et c'était un vrai rêve, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que je sauvais les baleines. Et c'était hyper fort et vous verrez ce qu'ils en ont fait de ça, de ce rêve. Et donc du coup, on écoute les rêves des enfants, on fait des conseils éco-citoyens en juin. Toute l'école par tranche d'âge se réunit, fait un conseil éco-citoyen et les enfants disent bon voilà, par rapport aux enjeux, nous ce qu'on veut proposer c'est, alors nous on veut sauver les espèces en voie de disparition, nous on est pour le bien-être animal, nous on voudrait créer plus de liens avec les personnes âgées, nous on voudrait, et donc ils proposent des projets et ensuite on fait un vote à jugement majoritaire. Et ensuite du coup, les enseignants savent avec quoi ils vont passer leur été, c'est-à-dire comment ils vont préparer leur année suivante avec les élèves autour des thématiques proposées par les enfants et avec bien sûr des vrais projets, c'est-à-dire qu'on est comme une mini-ONG. Nos élèves vont conduire des vrais projets, ils vont sauver des enfants de la faim, ils vont parrainer des espèces en voie de disparition, ils vont aider le monsieur SDF du quartier, ils vont vraiment faire des vraies choses. Et puis le troisième axe, c'est l'école des adultes, puisque très très tôt, on s'est rendu compte que pour épanouir un enfant, il fallait épanouir les adultes autour de lui. Et que le premier éducateur, les premiers éducateurs, ça reste les parents. Et que c'est très important de mettre les parents dans la boucle. Donc nous sommes un centre de formation à la parentalité avec plein de thématiques sur l'autorité, la confiance en soi, la fratrie, l'adolescence, les écrans, grand sujet, l'éducation affective et sexuelle, tout un tas de choses que nous couvrons pour vraiment accompagner les parents de manière à ce qu'ils s'épanouissent eux-mêmes en tant que parents et qu'ils puissent épanouir davantage leurs enfants. Et nous sommes aussi un centre de formation agréé où nous allons former des enseignants. On a formé près de 2400 enseignants à notre approche pour que les gens deviennent plus conscients d'eux-mêmes, de leur façon d'être en classe et puissent vraiment apporter le meilleur dans leur classe et aussi se poser la question du sens en permettant à leurs élèves de porter des projets éco-citoyens également. Et juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire, je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a une école dans laquelle on était intervenu, une école primaire dans laquelle on était intervenu au Havre, 26 enseignants. La fin de la formation, on est revenu, ça s'est fait sur plusieurs mois. Ils nous ont dit, en fait, on réalise qu'on est passé d'une culture de la répression à une culture de la valorisation. Donc voilà, moi je trouve ça beau de se dire que c'est possible.
Merci beaucoup Caroline. Et pour terminer ce témoignage, on va justement regarder une petite vidéo très courte, mais qui nous permettra de voir comment se concrétisent les rêves de ces enfants. Merci Frédéric. Ce matin, nous sommes arrivés dans la classe comme tous les matins. Après un bye-bye à nos parents, nous commencerons l'éveil corporel. Léane veut nous partager son rêve de la nuit. J'ai rêvé que je sauvais les baleines. Elle nous donne envie de sauver les océans. Nous avons envie de peindre une baleine pour décorer notre classe. Et surprise, la baleine nous parle. Bonjour les enfants, merci de penser à moi et à mes amis de l'océan. Alors la baleine nous sauve une pluie de zooplancton. Et on nous retrouvons au milieu de l'océan. Elle nous dit, est-ce que vous voulez découvrir où je vis? Oui, comme c'est beau. Elle nous amène voir sa copine, la tortue marine. Celle-ci a un petit creux et elle voit passer une méduse bien appétissante. Et miam. Mais tout d'un coup, elle devient bien palote. Zut, elle vient d'avaler un déchet plastique. Avec un pinceau qu'on avait apporté, on le satoue sous la carapace. Et tout à coup, tchou, enfin la tortue peut respirer. Elle nous raconte qu'il y a trop de déchets dans la mer. Elle les confond parfois avec de délicieuses méduses. C'est ça! Ce n'est plus possible! Nous voulons agir pour réduire nos déchets. Nous fabriquons nous-mêmes du dentifrice. Nous utilisons le terrier. Nous fabriquons aussi notre propre ébauche. Nous avons un grand potentiel pour ça. Merci à la technique qui a permis qu'on ait ce petit moment de joie. Et la joie, on l'a ressenti beaucoup dans vos témoignages. La transmission, le rêve, l'importance du lien à l'autre, en tout cas l'importance de l'action et toutes les petites actions. En fait, il n'y a pas justement de petites actions. Chaque pas est important lorsque l'on veut construire, co-construire ensemble. On a tous quelque chose à apporter à notre échelle. Et donc, on est certain que dans la salle, il y a également de très belles expériences à partager. Et on voudrait prendre une petite quinzaine de minutes. On aura le temps de discuter avec nos témoins, avec nos intervenants. Il y aura le temps de poser des questions, de savoir encore plus leur parcours et leurs apprentissages. Mais avant ça, prenons quelques minutes pour faire connaissance dans la salle. Et donc, on vous propose... J'imagine que souvent, on s'est assis à côté de la personne qu'on connaît. Donc, on vous propose un exercice en duo avec la personne qui est derrière vous et pas la personne qui est à côté de vous. Voilà. Et donc, la proposition, on fera... Alors, simplement, c'est une introduction. Il y aura le temps après, bien sûr, pour un échange plus long. On vous propose de faire connaissance avec 2 questions. Alors, la première question, c'est bien sûr en lien avec la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et vous donne confiance
que ce soit dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle ou dans votre engagement bénévole. Qu'est-ce qui vous donne de la joie et vous donne confiance? Et la deuxième question qui est dans la continuité, j'allais dire, de notre thématique, qu'est-ce que nous pourrions tous transformer, améliorer pour apporter un petit changement, pour co-construire encore davantage un nouvel art de vivre. Encore une fois, dans notre quotidien, que ce soit l'activité professionnelle ou l'engagement bénévole. Voilà. Une petite quinzaine de minutes pour faire connaissance avec ces questions de joie, confiance et des petits actes de transformation qu'on peut apporter chacun. C'était... Merci. C'était très agréable d'entendre ce très joli brouhaha de conversation. Donc, je n'ose pas dire brouhaha parce que justement, c'est pas très joli, mais c'est très, très agréable de voir cette dynamique dans la salle, en tout cas. Prendre le temps de faire connaissance. Alors, certes, 15 minutes, c'est court, mais il y aura le temps après l'agora. Ah, c'est pas du jeu si on se connaît d'avant. Alors, j'espère en tout cas que ces débuts de conversation ont permis de s'enrichir. Et on va reprendre tous ensemble pour avoir le temps. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez, des points que vous avez envie de développer avec Mathieu, Caroline et Malek. Donc la parole est à vous. On va garder un micro ici et faire tourner un micro dans la salle, à moins qu'on vous entende si vous parlez fort. Donc je pense qu'on peut faire tourner un micro peut-être. Vous avez une question? Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je propose qu'on prenne plusieurs questions en même temps. On va prendre par série de 3 questions. Donc, est-ce que, pour savoir où déplacer le micro? Donc, il y a une question ici, si vous voulez. Merci beaucoup, Georges. Pardon. Des questions. Alors, il y a une première question ici. Donc, n'hésitez pas à lever la main. On en prendra 2 autres. Elle est très simple, la mienne, donc on peut en prendre plein d'autres en même temps. La Living School se trouve où et comment? Voilà. Où et comment? Pour les petits enfants maintenant, hein, parce que mes enfants, malheureusement, n'ont pas eu la chance. Donc, comme ils n'étaient pas dans le couloir scolaire qu'il fallait, ils avaient mal au ventre avant d'aller à l'école tous les jours, etc. Donc, j'étais émue quand tu as parlé, parce que je me suis dit que, voilà, s'ils avaient eu la chance d'avoir la Living School maintenant, voilà, ils seraient peut-être plus heureux. Ils sont pas mal heureux, mais plus et mieux. Voilà. Alors, cette question étant la réponse, voilà, on va répondre peut-être le temps que le micro, qu'il y ait d'autres mains qui se lèvent, si tu veux répondre à ça. Nous sommes dans le 19e à Paris. Et oui, et notre cours de récréation, c'est le parc des Buttes-Chaumont. Alors, moi, j'avais une question aussi pour la Living School. Les enfants que vous avez eus en 2007 ou 2008, ils sont devenus quoi, en fait? S'il n'y a pas d'autres questions, on va réussir à se coordonner. Alors, les anciens, que deviennent-ils? Nous gardons le lien avec nos anciens. Nous faisions avant 2 retrouvailles par an. Maintenant, on n'en fait plus qu'une, en automne, où on invite tous nos anciens et on fait des choses ensemble. Quelquefois, on fait des escape games, on fait des retrouvailles, des goûters, etc. Et nos plus anciens, donc, ils sont, je les trouve très chouettes parce qu'ils ont réussi à rester proches de leur élan, de leurs envies. Donc, on a Maxis, par exemple, qui s'est fait des études de musique aux États-Unis. On a Léopoldine qui s'est mise dans les arts appliqués, dont on a toujours su qu'elle était fan d'art, et à tel point qu'elle est venue enseigner à nos élèves de collège l'art pendant 1 an. C'était notre prof. On a Tiber qui est dans les sciences, ça c'est évident, aux US. On a, je trouve que à chaque fois que je les vois, alors si, un très bel exemple aussi, c'est Cléa. Cléa qui est venue témoigner à une porte ouverte il n'y a pas longtemps et qui nous disait, donc elle fait des études Sciences Po, mais elle dit: je suis attirée par l'éducation. Oui, il faut la couper. Non, mais il faut mettre sur rouge. J'ai perdu le fil.
Cléa. Et Cléa, elle a dit, aux portes ouvertes, et ça m'avait émue, j'étais vraiment émue, j'avais du mal à me remettre après, elle a dit, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, je me rends compte, c'est l'éducation, parce que ce que j'ai vécu ici, j'aimerais que ce soit pour tous les enfants et partout. Et je me suis dit, wow, c'est génial, il y a la relève, quoi. Donc voilà, moi, je voulais juste dire, nos anciens élèves, je les trouve beaux. Je trouve que ce sont des belles personnes. Ils sont beaux à la fois, je les trouve beaux extérieurement, parce que je les trouve beaux, et je les trouve beaux intérieurement, quoi. Vraiment, ils sont beaux, c'est des belles personnes. Dans le 19e, vous avez toutes les populations réunies, compte tenu notamment du prix de la scolarité. Alors, non, nous, ce qu'on a, c'est que, évidemment, on n'est pas représentatif du 19e, parce que, comme vous le dites, on est privé, hors contrat, donc très cher. Maintenant, ce qu'on essaye d'avoir, c'est, pour l'instant, moi, j'ai réussi à avoir 8 à 10% selon les années de mon effectif qui est boursier. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que cette solidarité, elle s'est créée beaucoup avec les parents d'élèves dans l'école qui payent en plus des bourses pour des élèves qui ne pourraient pas. Et donc du coup, on voit que finalement, il y a quelque chose d'assez vertueux qui se met en place. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas représentatif du 19e réellement. Après, notre mission sociale, nous la faisons en allant former. C'est-à-dire que moi, je me déplace, je vais former. Il y a des gens qui viennent se former chez moi. Je pense on intervient dans des endroits où il y a des quartiers difficiles, avec des équipes qui sont avec des enfants très en souffrance, où il y a vraiment un manque de repères auprès des parents. Et on fait un vrai travail à chaque fois avec ces équipes. Donc c'est par le biais de la formation en fait, qu'on essaie le mieux, je trouve, du point de vue social. Ouais. Et donc, jusqu'où ça va? Donc ça va de la maternelle jusqu'au collège. Puisqu'il y a 3 ans, mon adjointe Anne-Sophie a pu vraiment réaliser son rêve à elle, qui était d'ouvrir le niveau collège, qui n'était pas nécessairement mon rêve à moi. Moi, je me disais, oh là là, les pré-ado, là, je ne sais pas. Et elle s'éclate, et elle est merveilleuse. Elle fait un travail magnifique de dentelle avec ses jeunes, parce que c'est une période qui est assez complexe. Et du coup, elle m'a convaincue. Je trouve que c'est super. C'est génial, mais ça ne me serait pas venu à moi. Et ce que je trouve très beau, c'est dans un projet de permettre aussi aux collaborateurs d'avoir leurs propres rêves. C'est hyper important. Et pour les enfants, imaginez l'effet que ça crée de voir des adultes qui réalisent leur vision, leurs rêves. Mais ils se disent, oui, bientôt mon tour, quoi. Alors, en attendant qu'une autre main se lève... Ah, il y a une main qui est levée. Moi, je voulais vous remercier beaucoup. Merci du voyage que vous nous avez fait faire. Je m'y retrouvais. J'ai grandi dans un village, dans une ferme. Voilà, donc j'avais l'impression d'être chez moi. Voilà, mais avec tous les rendez-vous dans le monde urbain des villages à faire naître. Voilà. Et puis, merci beaucoup aussi pour ce témoignage sur cette école. On n'imagine pas le nombre d'initiatives comme les vôtres et durée, parce que la durée va porter du fruit. Moi, je travaille dans une fondation, il y a une école, IF Europe à Angers, qui a 35 ans d'âge maintenant. Et c'est devenu maintenant pour des étudiants un institut associé à l'Université catholique de l'Ouest. Mais ça a pris du temps pour des jeunes post-bac qui se disent est-ce que je peux avoir confiance encore en mes rêves, en mes aspirations et être acteur de changement dans ma vie professionnelle. Donc ça démarre avant, c'est top, mais il faut durer vraiment. Et au départ, bien sûr, il y a des tris, entre guillemets, liés à l'argent sur les populations, mais durer parce que ça va s'ouvrir. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre votre question, et puis j'aurai une petite question pour Mathieu. Alors, le temps que le micro circule, je vais poser ma question et on prendra toutes les questions. Parce qu'on a un peu échangé tout à l'heure, la question qui avait été posée, c'est quelles petites actions nous pouvons tous entreprendre pour contribuer à un changement. Et je crois que Mathieu, tu avais quelques pistes peut-être, quelques pistes à proposer. Donc on va prendre plusieurs questions et si tu veux également nous voilà. Oui. Oui, merci. Comme justement dans nos échanges, je me rends compte qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises un peu partout. Et je voulais vous demander
comment est-ce que vous pensez que toutes ces initiatives, petit à petit, vont déstabiliser ou faire justement ce changement parce qu'il y a des écoles Steiner depuis longtemps, il y a des écoles comme la vôtre, etc. Et en fait, il y a toujours l'éducation nationale, il y a toujours... Ça reste en marge. Et moi, j'aimerais savoir comment, ou ces écolieux, ces expériences dont vous parlez, vont petit à petit s'imposer parce que plus de gens vont choisir ce style de vie. Enfin, c'est une vraie question que je me pose. C'est comment ça va renverser ou transformer véritablement la société. Il y avait également une question là, et ensuite monsieur, et Merci. Ma question est un peu spécifique. Je me demandais si dans vos écoles, on trouvait peut-être en proportion des enfants avec des troubles de l'attention ou des troubles du comportement, et quelle a été leur évolution en restant dans cette école, comparée peut-être à une autre école privée. Dans le droit fil de la question qui a été posée antérieurement, je voudrais vous demander si vous avez des rapports avec les pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une certaine, je dirais, porosité entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire les décideurs, mais aussi ceux qui sont auprès des décideurs, je ne sais pas, dans les cabinets ministériels, bon, mais c'est vrai aussi à l'échelon de la région, à l'échelon aussi décentralisé, parce que ce que vous faites, c'est formidable, et c'est l'expression concrète d'un désir qui monte, qui est partagé par beaucoup dans la société civile, mais on constate une crise de la démocratie, on constate une montée des extrêmes au sein des institutions qui sont là pour prendre des décisions et nous représenter. Donc évidemment, on est très inquiet par ce décalage. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts ? Alors, je pense que la question des décideurs peut aussi se poser pour Mathieu. Donc, peut-être qu'on peut commencer par Mathieu et voilà. Oui, les deux questions, pour moi, se rejoignent un petit peu. Quoi dire ? Alors déjà, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui sont que oui, il y a de plus en plus de projets qui se font, donc de plus en plus d'écoles. Les écolieux, nous, on a à peu près entre 80 et 100 écolieux en création par an. Donc oui, il y a des lieux qui se créent de plus en plus. Ce qui est compliqué aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que il y a 10 ans, on nageait à contre-courant, et maintenant, on nage encore plus à contre-courant. C'est-à-dire que le contexte, on pourrait dire parce qu'il y a plus de lieux, c'est plus facile. En fait, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le système se durcit, parce que la société est en difficulté, c'est de plus en plus dur. D'où l'importance de se rassembler. Donc les pouvoirs publics, oui, à l'échelle locale, il y a des élus locaux qui font un travail super. On sait qu'un écolieu n'existe pas s'il n'y a pas un maire qui va soutenir ou en tout cas laisser faire. Il y a beaucoup de projets même initiés par des élus locaux. C'est-à-dire qu'on a quand même un tissu aujourd'hui en France de gens qui s'engagent, les maires, les conseillers municipaux, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui permet à la démocratie d'exister encore, j'ai envie de dire. Après, il y a un échelon au-delà où il part des personnes individuellement qui sont super, on en connaît dans les ministères, etc. Mais on a aujourd'hui des institutions qui sont crispées, qui sont ultra crispées face à, en gros, un système, je vais être un peu extrême, mais qui est déjà mort, qui est mis sous perfusion depuis longtemps, donc il rajoute des perfusions sur des perfusions sur des perfusions, et donc pour que ces perfusions fonctionnent, il faut bien aller chercher les moyens quelque part. Et en l'occurrence, le point dont on avait parlé tout à l'heure, c'est la question de l'argent aujourd'hui. Si beaucoup d'écoles privées sont en difficulté sur la question de l'argent, les écolieux aujourd'hui n'arrivent même pas à accéder à de l'emprunt. C'est-à-dire que nous, la coopérative, on finance des lieux, on collecte de l'épargne de citoyens et on le prête à des lieux. Pourquoi on s'est mis à faire ça alors que ce n'est pas notre métier à la base, on accompagne des lieux, pas sur la question du financement? Parce que simplement, il y a un monopole aujourd'hui des banques et des institutions. Si elles veulent ne plus prêter, elles ne prêtent plus. Et donc ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du droit de vote, de comment on achète, mais il y a un autre droit de vote, entre guillemets, c'est où on met son argent. Et ça, c'est une petite parole un petit peu militante de 2 secondes. Si vous avez votre argent, 50 000 €, je sais pas, d'épargne sur un compte à la Société Générale ou à la BNP, votre argent a un bilan carbone plus élevé que vous-même, quoi. Parce que votre argent, il sert à financer plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, moi, à la base, je suis pas quelqu'un de très militant. C'est pas du tout mon tempérament. J'avais pas envie d'être contre.
Et en fait, à force, depuis 10 ans qu'on a accompagné ces projets, j'ai une parole des fois un peu plus engagée sur ces sujets, parce que je me rends compte que si on veut que ce soit un peu moins élitiste, justement, si on veut aussi que les écolieux ne soient pas des super-héros et des super-héroïnes qui créent ces écolieux et qui les font vivre, eh ben, il faut simplifier. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc, simplifier, il y a plein de raisons, il y a des questions de loi, etc. Mais en fait, globalement, les deux dangers des écolieux, c'est les questions humaines, donc le travail sur soi, etc., et la question financière. Tout le reste, ce n'est pas des problèmes. Les gens qui parlent des lois sur l'habitat léger ou machin, on trouve toujours des solutions. En fait, en gros, c'est l'argent et l'humain, quoi. C'est les deux enjeux aujourd'hui pour faire la transition. Donc, l'humain, on le travaille, mais travailler aussi sur la question de l'argent. Parce que, je vais pas une petite parenthèse un peu politique. Si vous regardez le plan écologique que nous propose Macron, où vont aller les milliards qui ont été proposés? À des industriels qui font des pompes à chaleur et qui vont faire des RER. Donc ça va enrichir les mêmes entreprises que celles qui sont déjà très riches aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces acteurs, qu'on reprend les petits acteurs de la transition qui permettent à cette société quand même de fonctionner aujourd'hui, d'éviter que ça soit plus grave, bah aujourd'hui ils sont parfois en difficulté financière. Donc oui, ça se développe, et on a besoin de se structurer, mais on a besoin aussi de passer un cap. Et par exemple, l'échelle des écolieux, donc on peut dire 1000 écolieux, nous c'est super, je vous montre plein d'écolieux qui vont vous faire rêver. Mais comment on passe de 1000 écolieux à 2000, à 3000, à 4000? Et là, pour l'instant, il y a des leviers qu'on n'arrive pas encore à activer. Voilà. Avec l'idée aussi, je tiens à dire que quand on parlait de désapprendre tout à l'heure, c'est aussi qu'on a quand même des réflexes très jacobins, très de centralité, d'institution, de pensée continentale vers une pensée archipélique. Et aujourd'hui, il faut qu'on invente des nouveaux systèmes. Donc il y a aussi de la place pour de la réflexion intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que oui, une société écologique, c'est pas une société comme aujourd'hui où on remplace les dirigeants par des écolos. C'est plus que ça le changement. C'est aussi qu'on s'organise politiquement, socialement, autrement. Donc voilà, donc il y a cette question de la réflexion politique. C'est pour ça que moi je suis content que tout à l'heure, quand je ne sais pas où il est, Georges, tout à l'heure c'est Georges qui a pris la parole. Après le mot politique, je me dis mais c'est super, il y a 10 ans dans un lieu comme ici, on n'employait pas ce terme. Parce que moi je n'entendais jamais ce terme-là. Oui, quelque chose d'important. Ce qu'on fait, c'est politique. Ce qu'on fait, ça a du sens. C'est pas la politique politicienne, mais ça organise la société, ça la structure. On a besoin de la restructurer aujourd'hui. Et si les gens engagés dans un chemin spirituel, les associations, etc., délaissent cet engagement de la structuration de la société, bah, du coup, il ne faudra pas s'étonner que ça se délite de plus en plus. On a un rôle à jouer, donc en gros, engageons-nous sur ces réflexions, à la fois des réflexions intellectuelles, et puis je le redis, aujourd'hui, moi je suis dans une... je suis désolé, cette rentrée-là, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde de la transition écologique entre les dérives autoritaires de l'État et des enjeux économiques pour pas mal de structures de la transition écologique, qui fait qu'aujourd'hui, il faut faire attention, quoi. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, je tiens à le dire, sur où vous placez votre argent individuellement et où les institutions vont le mettre, quoi. Et moi, je suis un peu militant là-dessus parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait, nager à contre-courant dans un système où le courant est de plus en plus fort, on n'avance pas beaucoup, quoi. Donc voilà, donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je ne veux pas être pessimiste parce qu'il y a énormément de bonnes nouvelles, mais il faut pas être naïf, quoi. C'est juste ça. Aujourd'hui, ce qu'on développe, il y a des gens qui sont contre ça. Voilà, parce que voilà. Aujourd'hui, on a quand même un système, je termine là-dessus, on a quand même inventé un truc nouveau depuis quelques années. Les pauvres subventionnent les riches dans la société. On a fait l'inverse de c'est notre système social, quoi. Je ne sais pas si vous regardez un peu les inégalités en France, mais elles s'aggravent de plus en plus. Et moi, je n'ai pas envie d'une bombe sociale qui va amener les extrêmes au pouvoir. Je n'ai pas envie de ça, quoi. Donc il faut que nos initiatives alternatives, les écoles, les AMAP, les fermes bio, les écolieux, etc., il faut les rendre visibles. Mais même si on n'y contribue pas à titre personnel, on peut les soutenir. On peut les soutenir politiquement, on peut les soutenir par où on met notre argent. Tout ça, c'est important. En fait, il faut inventer une finance citoyenne. Il ne faut pas laisser ça entre les mains des banquiers. Je suis un peu extrême, mais c'est important. Merci. Alors, on va également écouter Caroline et Malek. Et après, en fonction du temps qui nous restera, il y a encore, j'ai vu 2 mains, donc on essaiera quand même de les prendre, mais on va écouter Caroline et Malek. Oui, par rapport aux institutions et par quel bout le prendre aussi pour changer. Même constat chez nous. Nous, il se crée à peu près 150 écoles alternatives par an en France. Donc c'est énorme. Moi, quand j'ai démarré, en 2007, il y avait peut-être 2 ou 3 écoles qui ouvraient. Donc vous voyez, il y a vraiment un mouvement qui prend de l'ampleur. Par contre, réaction des institutions, c'est assez hallucinant, mais c'est la persécution en fait. Nous, la mairie de Paris, quand on a ouvert notre collège, alors qu'on avait 13 ans d'existence, qu'on n'avait jamais eu de soucis ou quoi que ce soit, on a reçu une lettre d'opposition
de la mairie de Paris sur un sujet fallacieux. C'est-à-dire que c'était même pas dans les textes de loi. Donc du coup, on a décidé de ne pas se laisser faire, mais on a dû quand même prendre un avocat, faire un référé qu'on a gagné, qui a fait jurisprudence pour toutes les autres écoles. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Moi, j'ai trouvé ça vraiment éreintant, terrible et pas juste, quoi. Et quand, par chance, je connaissais le DIRCAB d'Anne Hidalgo, on a pu débriefer. Il m'a dit, mais nous, les écoles parisiennes, certaines se vident, il faut qu'on arrête l'hémorragie, on ne sait pas comment arrêter toutes ces petites structures, donc voilà, on a fait comme ça. Oh, c'est impressionnant de voir que ce n'est pas franchement des voies tout à fait légales ni justes, hein. Donc voilà, donc c'est assez... voilà. Et par quel bout on le prend? Moi, je me dis aussi, nous, on essaye le plus possible de travailler avec les enseignants. Et dès qu'on peut, là, le petit film que vous avez vu, il a gagné le prix de la Fondation Maud Fontenoy. Où était Blanquer? À l'époque, il était ministre de l'Éducation. Et vous inquiétez pas que j'ai sauté sur Monsieur Blanquer pour lui dire, bon, moi, j'ai des choses à vous raconter. Donc, il m'a fait venir... auprès d'une de ses conseillères, etc. Bon, il n'en est rien ressorti. Mais je pense qu'il faut tout le temps essayer, et en haut, et en bas, et en haut, et en bas, et au milieu, et voilà, et essayer de la meilleure façon qu'on peut, mais de faire bouger les choses. Parce que je suis d'accord avec vous, ce qu'il faut, c'est voir comment s'aimer, comment démultiplier, pour pas rester juste une petite initiative, et s'unir aussi. Ce que tu dis, Et puis sur les enfants en situation de handicap ou le trouble, donc oui, évidemment, on en reçoit, pour lesquels on a des résultats incroyables. Je vous donne juste quelques exemples. On a reçu des enfants qui arrivaient de classes qu'on appelle Ulysse, ou CLIS, anciennement CLIS, où les parents nous disaient, on nous a dit qu'on ne pouvait plus rien pour notre enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi quand j'entends ça, ça me donne envie de pleurer, parce que je me dis, mais c'est quoi ça, de ne pas voir le potentiel de l'être humain et de dire c'est plus possible. Et donc pour ces deux jeunes qu'on a accueillis chez nous, où des classes ne voyaient plus quoi faire pour eux, le premier, Arthur, s'est mis à lire, et la deuxième, Raphaël, qui ne parlait pas, elle disait des mots, a fait sa première phrase, sujet, verbe, complément, avec nous. Mais elle ne l'a pas fait n'importe quand, à n'importe quel moment. Elle l'a fait quelques jours après un moment qui a été fabuleux. Donc elle est arrivée au collège chez nous. C'est une enfant qui a le syndrome de Down, donc une trisomie 21. Et vous remarquerez que je dis qui a. Tout comme je dis de mes élèves, ils ont une dyslexie quand ils en ont une, mais ils ne sont ni dyslexiques ni trisomiques. C'est pas leur identité, en fait. Les collégiens avaient, pour son anniversaire à Raphaël, avaient préparé des pancakes, et on n'était même pas, nous les adultes, au courant. C'est-à-dire que quand Raphaël est arrivé, et nous aussi dans la classe, il y avait des ballons, des confettis, des pancakes. Et donc elle, quand elle est arrivée, je vous laisse imaginer, ce qu'elle a vécu, c'était extrêmement fort. Et quelques jours plus tard, sa maman nous appelait en disant « Rafa a fait sa première phrase, sujet, verbe, complément ». Et nous, on s'est dit « oui, normal ». Voilà, c'est ça, c'est juste de se dire elle est aimée, elle est reconnue, on voit son potentiel, et elle le déploie. Parce qu'on est tous ça, on est tous juste du potentiel qui a besoin de se déployer. Voilà. Et vu qu'il y a des gros besoins dans le monde, déployons nos potentiels. Et toi qui es un ancien des Colibris, un ancien dirigeant des Colibris, je fais toujours cette blague en disant peut-être certains se sentiront colibris, mais si on peut aussi se sentir un peu pélican, ne pas hésiter. Merci beaucoup. Malek, et après nous prendrons les 2-3 questions qui sont dans la salle. Donc moi, je vais évoquer, on va prendre un peu de hauteur pour mieux revenir sur du local. En ce qui me concerne, il n'y a pas de petites actions. C'est souvent avec des petites choses qu'on peut faire de grandes choses. C'est le message que j'enseigne auprès des enfants que je côtoie dans les quartiers compliqués ou dans la ruralité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant, je vais rebondir sur les propos de monsieur, il s'agit de faire face à un double changement climatique. Alors on parle beaucoup du changement climatique externe. On s'agite beaucoup, le réchauffement climatique. Il existe, c'est vrai. Moi, j'ai vécu en Ukraine pendant 1 an. Je peux aller voir Tchernobyl. Vous vous rappelez du cataclysme nucléaire du 26 avril 1986, où le nuage n'a pas traversé la frontière alsacienne. Moi, je suis d'Alsace, donc on nous avait rassuré, le nuage n'a pas traversé la frontière. Donc on a consommé autant, on allait voir les maraîchers, on a tout consommé. Mais bon, le nuage, il traverse, il n'y a pas de frontière à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant sur le changement climatique, parce qu'on s'agite beaucoup aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver la planète Terre, il s'agit de sauver l'humanité, ce qui est différent. La planète, elle nous survivra. Aujourd'hui, vous allez à Tchernobyl,
une ville de plus de 250 000 habitants, il n'y a plus d'humains. En revanche, la nature a repris ses droits. Mais elle est là. Oui, mais elle est là. On est d'accord, c'est un optimisme lucide, mais elle est là. Elle est là, la nature. Les animaux reviennent, mais ils sont là. Et donc la question qui se pose, moi je crois beaucoup, il ne s'agit pas de lutter contre, il s'agit de lutter pour, ce qui est différent. Parce qu'en termes d'énergie, on n'est pas dans l'énergie du désespoir, on est toujours dans un élan d'espérance, et les mots ne sont pas neutres. Et donc, la question qui nous incombe, et c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui quand j'accompagne les élèves en tant qu'enseignants ou également les jeunes dans les quartiers, à la question du changement climatique externe, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? C'est la question qui aujourd'hui est mise en avant partout. La transition écologique, tout ce que vous voulez. Moi, je crois beaucoup à la transition relationnelle. Il s'agit de faire un chiasme à la terre-patrie qui est fondamentale. Il y a une autre question qui est tout aussi importante, un autre changement climatique qui est le changement climatique interne, la glaciation de nos rapports sociaux, la peur de l'autre, la peur des altérités. Et il s'agit de faire un chiasme. Un chiasme en poésie, c'est quand vous inversez les prédicats. Autrement dit, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants devient, vous inversez les prédicats, quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Voilà peut-être l'enjeu des enjeux. C'est la question de l'éducation, c'est la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui? Transmettre, la question de la transmission est fondamentale. Et c'est une question qui est mise à mal par les temps qui courent. Alors le quoi transmettre, il n'a pas changé. De l'Antiquité à aujourd'hui, le quoi transmettre reste la même chose. Du savoir, de la connaissance, une énergie et un état d'esprit. Ce qui a changé, c'est comment transmettre. Face à une population qui n'a plus les mêmes références, face à un degré d'attention qui est complètement en train de se désagréger, comment transmettre face à une population qui n'a plus le même degré de patience et d'attention dans les rapports sociaux? Et là, ce qui est intéressant, il s'agit de travailler non pas sur les valeurs. On nous parle beaucoup de valeurs, c'est bien. Moi, quand j'interviens en entreprise, pour découvrir une entreprise, on présente la charte des valeurs, chouette, et je leur dis souvent, et la charte des vertus, elle est où? Vous avez entendu? Vertu. Voilà un mot qui a disparu de notre langage commun. On parle que de valeurs. On est dans une dimension horizontale, les valeurs. C'est le rapport avec l'autre, c'est la question du vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est facile. Ce n'est pas le vivre ensemble qui doit nous concerner aujourd'hui. Là, c'est l'anthropologue qui parle. Vous n'avez pas choisi de naître, vous êtes jeté dans l'existence. Mis à part ceux qui croient au karma, à la réincarnation, c'est autre chose. Mais normalement, vous êtes jeté dans l'existence. Et quand vous êtes jeté dans l'existence, vous subissez la plupart des rapports sociaux. Vous ne choisissez pas votre professeur quand vous arrivez dans une classe. Elle est là, c'est elle, ça passe ou ça passe pas. Vous ne choisissez pas votre camarade de classe. Ils sont là, vous êtes dans une classe, vous ne les avez pas choisis. Vous ne choisissez pas quand vous déménagez les voisins. Ils sont là, il faut faire avec. Quand vous êtes recruté dans une entreprise, vous ne choisissez pas vos collègues. Vous allez travailler avec ces gens. Les seules relations que vous choisissez, et ça c'est fondamental, c'est les relations singulières, réciproques, choisies, l'amitié. L'ami. Là, vous choisissez. Et les liens du cœur sont plus puissants que les liens du sang, forcément. C'est les seules relations que vous choisissez. Le reste, souvent, on les subit plus ou moins. Après, ça peut se transformer en amitié. Et donc, la question des vertus pose la question de notre engagement, c'est la dimension verticale. Et pour montrer comment le local est puissant, pour travailler là-dessus, dire « ça ne sert à rien, il faut agir ». Moi, je crois beaucoup en l'action, faire pour défaire et pour mieux refaire. Et donc cette année, alors moi je suis ultra-marathonien d'extrême. D'habitude, mon expertise, c'est de traverser les déserts en courant sur plus de 1000 km en totale autonomie pour partir à la rencontre des peuples premiers dans les déserts qui nous donnent des leçons sur la sobriété. Et je vais aller récolter leur manière de vivre. Et donc, l'ultramarathon, je ne peux pas dire à des jeunes qui n'ont aucune expertise d'aller sur l'ultramarathon des extrêmes, ça demande une expertise assez conséquente. J'ai mis plus de 20 ans pour arriver là-dessus. En revanche, travailler sur une autre course, parce que la vie est un marathon. On est dans une civilisation de la hâte, dans une civilisation de la vitesse généralisée, où tout va vite, où tout va trop vite. On a perdu les qualités de la patience dans nos relations sociales. Cette capacité à suspendre le jugement, à ne pas hâter ce que je crois comprendre et percevoir. Et pour montrer alors comme Caroline, comme Mathieu, pour moi, il n'y a pas de petites actions. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais créer ma propre association. Je me suis lancé alors que ce n'est pas mon domaine d'expertise, hein. Mais j'ai créé les 42. Alors, aucun rapport avec l'école 42, mais les 42 pour dire 42 jeunes. Chaque année, on va prendre 42 jeunes. Donc, j'ai créé tout un écosystème en France. 42 jeunes de 18 à 28 ans. Alors là, vous allez me dire pourquoi 28 ans pour la jeunesse? Parce qu'on peut monter à 45 ans. Mais là, volontairement, je calibre 18-28 ans. Des jeunes qui n'ont pas les parchemins diplômants, qui ont quitté l'école pour plein de raisons. Ils ne les ont pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas talentueux.
Des jeunes qui n'ont non seulement pas les parchemins diplômants, qui n'ont aucune expertise sportive, ils pratiquent peu de sport. Parce que la clé de nos enjeux aujourd'hui, c'est la dimension sanitaire du corps. Nous sommes rentrés depuis le Covid dans une civilisation assise, c'est le terme qu'on emploie. La sédentarité, c'est la pire des maladies. On est de plus en plus assis. Les corps ne bougent plus, ils ne sont plus en mouvement. Et si le corps n'est pas en mouvement, le corps devient malade. Vous voulez travailler ou faire plein de choses, il faut un corps solide. Un corps solide, c'est un corps en mouvement. Donc, on va faire monter des jeunes qui n'ont aucune expertise sur 42 km 195, marathon. On leur dit, venez avec nous sur marathon. Alors, ça fait peur. Ils ne pratiquent pas de sport. Pour vous, si je vous dis marathon, vous allez dire, oh là là, marathon, 42 km de souffrance sur l'asphalte. Non, ce n'est pas de la souffrance, parce qu'on va travailler sur la dimension de l'estime de soi. Ils n'ont pas les diplômes, mais demain, ils peuvent mettre sur leur CV. J'ai fait un marathon. Moi, je suis recruteur. Putain, ce gars-là, il a fait un marathon à 20 ans. Ça veut dire qu'il a développé les vertus, dimension verticale, ça vient de soi, de discipline, de patience, de ténacité, d'abnégation. Ce n'est peut-être pas les qualités qu'on recherche pour nos enfants aujourd'hui pour faire face à la vie. Voilà les compétences les plus importantes pour pouvoir grandir et se tenir face à un monde qui bouge, face à un monde en métamorphose, en transformation. Et donc ces jeunes qu'on fait monter sur marathon, on travaille sur la dimension psychologique de l'estime de soi, parce qu'ils vont se dire « Putain, on va le faire, on va faire un marathon ». La dimension anthropologique, le vibrer ensemble, parce qu'on va faire ensemble, on ne vit pas ensemble. On va prendre 42 jeunes, ils vont vivre ensemble, des jeunes qui viennent de tous les territoires. De l'urbain, donc là, on a recruté des jeunes de Stein, de Pierrefitte, La Courneuve, Bagnolet, tous les quartiers plus ou moins compliqués. Ils rencontrent des jeunes qui viennent du Creusot, on en a 5, et les jeunes de Bagnolet et de Stein, quand on leur dit « vous allez rencontrer les jeunes du Creusot », ils vous disent « le Creusot, c'est en France ?» Le Creusot, ça ne fait pas rêver, le Creusot. Pas beaucoup qui vont au Creusot, il faut y aller, mais il y a des gens bien. Ils rencontrent des jeunes du Creusot, ils vont rencontrer des jeunes d'Alsace, on en a pris 5, de Volgelsheim, Truchtersheim, Egisheim, Battenheim. On est en Alsace, effectivement. La ruralité. Je ne suis pas allé chercher des jeunes de Mulhouse ou de Strasbourg parce que les quartiers compliqués, c'est le 93. Je suis allé chercher des jeunes de la ruralité parce que dans la ruralité, il y a autant de difficultés du rural que dans l'urbain. Et ils vont rencontrer des jeunes. Donc, c'est des mondes qui ne se côtoient pas. Même parmi les jeunes, on casse les entre-soi du quartier. Et le but, on travaille sur la dimension socio-insertion professionnelle. Grâce au marathon, ils vont pouvoir réintégrer le monde du travail autrement, d'autant plus que je finance ça par... Alors moi, ce n'est pas les institutions, ça prend trop de temps. Je vais chercher des dirigeants d'entreprise qui deviennent des mentors et ils s'engagent à recruter les jeunes dans leur entreprise. Sur les 40 jeunes d'aujourd'hui, on en a plus de 50% qui sont déjà recrutés. Ça mérite un applaudissement. Hein. Donc on fait des choses. Voilà. Je suis écartelé entre 3 dernières questions. On les prend et on s'arrête dans 5 minutes. Excusez-moi. Voilà. J'avais une question, une remarque. D'abord, souvent les personnes opposent le local. Et ce qui ne serait pas local. Alors, ils disent, je bosse sur le local, sur l'univers. Et moi, j'aime bien Fernando Pessoa qui dit le local, c'est l'universel, moins les murs, c'est bien connu, les murs sont dans les têtes. Donc ça, c'est une chose que par rapport à ce que vous dites. La deuxième chose, c'est merci pour ce que vous êtes et ce que vous dites. Je repose la question, je suis désolé pour les gens de la salle, je radote, mais vendredi, j'ai posé la question aux 3 intervenants. Je pense qu'il est temps pour moi de recréer peut-être un réseau que j'avais créé en 1997 à Paris, qui s'appelle le réseau Reconnaissance, qui dit que la tâche politique, spirituelle, humaine la plus urgente, c'est qu'on passe de la tolérance à la reconnaissance entre êtres humains, dans l'unité à la différence. Et donc ma question, c'est est-ce que vous pensez ça? Parce que moi je connais des gens merveilleux qui sont partout, qui ne sont pas reliés par une espèce d'énergie utopique incarnée. Merci. Alors non, pendant que tu débattes, je pense que voilà, circule, les réponses, on prend les 3 questions et je pense que chacun fera une réponse en 2-3 minutes. Moi, je voudrais reposer la question du politique et la poser à Mathieu. Mathieu que je connais bien puisqu'il m'avait demandé d'animer une table ronde au festival de la coopérative Oasis fin juin. Et je voudrais repartir sur la dernière table ronde du dimanche sur la question du politique. Quelle est la portée politique réelle des Oasis? En posant la question, je pense à ce qu'avait dit Charles Piaget, l'animateur d'Ellip, devant un parterre d'étudiants à Sciences Po, où il était venu parler du mouvement coopératif.
Et il leur avait dit en substance, tout ça c'est très bien, mais ne perdez jamais de vue que la méga-machine, le système, le capitalisme, appelez-le comme vous voulez, ne tolère les coopératives que dans la mesure où elles ne le menacent pas, elles sont une variable d'ajustement, une soupape de sécurité. Voilà. Ceci étant, j'ai le plus grand enthousiasme et la plus grande sympathie pour le mouvement des écoliers, mais je pose la question quand même. Et la dernière ? Oui, je voudrais amplifier ce qui a été dit tout à l'heure par Mathieu et par d'autres personnes. Moi, j'ai eu la chance de mener toute une carrière sur le développement local. Et c'est extraordinaire, toute la multitude des initiatives et des expérimentations qui sont portées au niveau local dans les territoires, notamment par les communes, les intercommunalités, les pays, les parcs naturels régionaux, le monde associatif, le monde social. Moi, tous les jours, je reçois des exemples d'expériences de terrain qui sont absolument passionnantes, qui tous, dans l'ensemble, sont très novateurs par rapport aux règles d'aujourd'hui, qui sont aussi souvent très alternatives. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on n'en parle pas. Ma question, c'est plus une proposition. Il y a un besoin énorme de faire connaître ces expériences, de les valoriser, de les mutualiser, de trouver un porte-parole de ça, d'intéresser les médias à ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ce rassemblement d'expériences multiples et passionnantes. Et je me dis, est-ce que c'est pas là un rôle du Forum 104 dans les 40 années qui viennent? Merci, alors, tout un programme. Alors, les réponses. Je pense que ça a été pris en note pour les prochaines 40 années du Forum. Les réponses. Alors, simplement, on est très court en temps puisqu'il y a un autre programme. Les 40 ans du Forum se terminent réellement avec l'événement prochain, donc là, enfin, juste dans 15 minutes. Donc là, on a vraiment 4 minutes. Chacun va prendre 1 minute pour essayer de répondre et de clore. Mais il y aura le temps après d'échanger. Donc, c'est un mot de conclusion, on pourrait dire. Oh là là. Désolé, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Ce qui est sûr pour moi, moi à la base, je le redis, je ne suis pas quelqu'un qui était en colère contre le système, etc. Par contre, j'arrive à la même conclusion que celle que tu dis, Jean-Claude, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on met en place et qui a besoin d'amplifier, en fait, ça ne pourra exister que si à un moment donné, le système y change. Clairement, ça, j'en suis malheureusement un peu convaincu aujourd'hui. Par contre, pour la question, par exemple, des médias, de l'inspiration, regardons chacun, nous, ce qu'on fait. Alors, je vous parlais des banques, mais c'est pareil. C'est ce quoi les journaux que vous lisez, je veux dire, les uns les autres. Je veux dire, on a tous moi, je sais que je fais attention à ça, mais en fait, je lis plus Le Monde que je lis la presse alternative aujourd'hui. C'est vrai. Donc, on a effectivement tous une capacité à induire des petits changements par réduire nos incohérences, déjà, à titre personnel. Je pense qu'on en a tous des incohérences. C'est vrai que moi, je suis assez militant. Je parlais de l'argent tout à l'heure parce que je vois un paquet de militants, de gens qui sont super énervés, et puis ils me font un chèque de la BNP pour une cotisation. Je dis, c'est pas possible, quoi. Bon, parenthèse. Et après, oui, moi, je pense qu'il y a un rassemblement. Pour ça, quand tu disais pour et contre, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui vient du pour, mais je pense que être pour, c'est aussi être contre quelque chose. Et il ne faut pas les opposer, le pour et le contre. Et c'est-à-dire que nous, on se rapproche beaucoup aujourd'hui, les écolieux, qui sont vraiment des bisounours par excellence, les gens du pour, qui créent des lieux super, où on fait de la bienveillance, etc. Mais ils se rapprochent aujourd'hui des gens qui sont dans les luttes locales, parce qu'on s'est rendu compte que le pour et le contre, c'est les deux faces d'une même pièce. Et l'expérience nous montre qu'aujourd'hui, oui, les gens qui sont très militants, très contre, ils ont besoin aussi d'aller vers des choses plus positives qui existent, etc. Mais les gens qui font effectivement des alternatives positives, ils ont aussi besoin d'éviter que, justement, c'est ce qu'on voit, hein, des bulldozers débarquent et cassent des choses, etc. Ça arrive aussi. Et de la même manière qu'il faut relier militant et militant, il faut relier le pour et le contre. Être pour, c'est aussi en tant que tel un acte militant. Donc c'est aussi dire non
à certaines choses qu'on ne veut plus aujourd'hui. Il faut savoir l'exprimer. Donc relions nos énergies, ça rejoint la question. Aujourd'hui, on est trop divisés face à un truc qui est très uni. Il faut arrêter de faire des divisions entre les différentes formes de transition, les pour, les contre, etc. Retrouvons-nous. Il y a plein d'espaces, je pense, qui existent pour ça. On ne manque pas d'espace pour créer des choses, mais voilà, il faut les investir plus. Voilà. Juste dire au monsieur que s'il a l'élan de relancer son mouvement de reconnaissance, et ben de le faire. Moi, je pense que c'est une très bonne idée et qu'effectivement, nous relier tous, c'est essentiel, c'est certain. Non, très courte. Parce qu'on est vraiment pris par le temps. Non, c'est parce que sinon j'aurais pu terminer par une histoire pour célébrer le mot reconnaissance. Oui, 1 minute, c'est possible, très rapide. C'est juste pour illustrer ce mot de reconnaissance qui est très beau et qu'on devrait l'écrire en 2 mots, en 3 mots. Et quand tu dis reconnaissance, moi je pense à Michel-Ange. C'est un génie de la transmission. Vous savez comment Michel-Ange recrutait les enfants qui étaient perdus dans la ville de Florence pour son atelier? Alors on est entre le mythe et la géographie. On ne sait pas où se trouve le vrai du faux, mais peu importe. L'histoire est belle parce que ça dépasse le cadre du réel. Michel-Ange, quand il allait dans les rues de Florence, il avait besoin de petites mains. Il allait chercher les enfants abandonnés qui n'avaient aucune espérance pour leur dire « Venez dans mon atelier et je vais vous aider à grandir autrement ». Mais pour les recruter, il posait une seule question. Il disait à chaque enfant rencontré « À quoi sert une pierre ?» Et il attendait une réponse. Il est sculpteur, Michel-Ange, c'est son ADN, au-delà du peintre. Et en fonction de la réponse, il savait si l'enfant serait capable de tenir la distance avec lui dans son atelier. Et que nous dit Michel-Ange quand il pose cette question? C'est une question que vous pouvez poser aux gens que vous allez rencontrer. À quoi sert une pierre? Michel-Ange nous dit ceci. La brute la lance. Le promoteur l'utilise pour construire. Le paysan fatigué par sa tâche en fait un siège. Pour un enfant, c'est un jouet. Pour un poète, c'est un monde. Et pour nous, sculpteurs, derrière chaque pierre se cache une statue. Autrement dit, nous dit Michel-Ange, l'œil bienveillant, reconnaissant de tout éducateur, de tout parent, de tout dirigeant, de tout enseignant, de tout acteur de la société civile, c'est de reconnaître derrière chaque bloc de pierre que sont vos corps, la statue qui s'y cache derrière. Wow. Voilà. Je trouve que c'est une très belle transition aussi avant d'aller à Notre-Dame des Anges. Hein, voyez. Alors, la petite, voilà. Petite info. Tout d'abord, je remercie nos 3 témoins. On peut en effet encore les applaudir. Et alors, il y a un événement. Donc, comme je disais, vous pourrez poursuivre la célébration. Néanmoins, pour ceux qui ont encore un peu de temps, juste annoncer qu'il y a un stand tout au fond. J'ai évoqué le dernier livre de Mathieu. Il est disponible là-bas. Vous pouvez l'acheter. Merci de privilégier les chèques, si vous pouvez. Sinon, en espèces, c'est également possible. Voilà, c'était simplement la petite annonce. Et voilà, très heureuse d'avoir pu animer cette agora. Et je passe la parole à Georges. Alors, on arrive vraiment au terme. Donc, ce rendez-vous à 18h30. On va demander à notre président Tanguy et à notre directeur Frédéric de nous rejoindre pour dire les derniers mots. Il y a encore une petite consigne avec les chaises. Hein, ça ne nous aura pas quittés depuis vendredi. C'est avant de se retrouver à 18h30 à Notre-Dame des Anges. Il faut qu'on empile les chaises et qu'on ramène les tables de l'extérieur, c'est ça? Tu nous diras ce qu'il faut faire. Alors, le directeur ou le président? Les remerciements, alors du coup, il faut mieux que ce soit Tanguy. Tanguy d'abord. Moi, je vais commencer par les remerciements. Parce que franchement, c'était une sacrée chose à organiser ces 40 ans. Et avant que Frédéric ne prenne la parole, je voudrais qu'on soit tous conscients du travail qui a été fait par Frédéric, par les équipes salariées, par les équipes bénévoles, habituelles ou ponctuelles. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui se sont mobilisés. Moi, j'ai été plutôt spectateur et je suis bluffé par la qualité de l'organisation. Donc je tiens à ce que, d'une part, vous les applaudissiez, s'il vous plaît. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est à un moment donné où la notion de forum, à la fois veut se réconcilier avec ce qu'elle a été à l'origine et ce qu'elle a vocation à devenir, c'est-à-dire un lieu où on se rencontre, un lieu où on discute, un lieu où on débat, un lieu où on s'ouvre.
Donc vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous déjà, le forum. C'est un lieu où vous venez. Et j'ai entendu des mots qui m'ont touché, à savoir le mot « servir », qu'on pourrait opposer au mot « se servir ». Et pendant longtemps, le forum a servi des gens qui pouvaient aussi se servir du forum. C'était très bien, dans leurs projets, dans leurs quêtes. Mais ce que nous avons à cœur de développer pour les années qui viennent, c'est comment on peut se servir les uns les autres, servir les uns les autres. Et donc notre souci, notre projet, c'est véritablement que toutes les personnes, mais aussi les associations qu'ils représentent, aient la curiosité d'aller à la rencontre les uns des autres. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à organiser. C'est beaucoup plus facile de venir, de prendre une salle, de profiter du jardin, de repartir et d'avoir profité dans le bon sens du terme. Mais c'est beaucoup plus difficile, et vous venez de nous y engager, de faire quelque chose ensemble. Donc c'est ça aujourd'hui vers quoi on veut s'acheminer, c'est aller vers cette dimension beaucoup plus transversale. Mathieu nous disait servir, Caroline nous disait les potentiels. On voit les potentiels qui sont devant nous. Malek nous disait les beaux paysages sont les visages. Et donc deux choses qui me sont venues dans les ateliers que moi aussi j'ai fréquentés en tant que au même titre que vous. La première chose, c'est qu'on parle parfois de dualité, on parle parfois d'altérité. Puis j'ai eu une espèce de fulgurance. Je me suis dit qu'en fait, la dualité, ça oppose et l'altérité, ça rencontre. C'est une fulgurance tout à fait banale. Hein, vous l'avez déjà eu avant moi, sans doute. Mais voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. C'est non plus vers ce dualisme ou cette dualité, c'est vers le souci, le goût, la curiosité de l'autre. Et alors, ça passe non pas par « j'ai quelque chose à raconter », mais « tu as quelque chose à m'apprendre ». Et donc, si on peut inscrire ça collectivement dans notre ADN, tu as quelque chose à m'apprendre. Quelqu'un dans un atelier auquel j'ai participé a dit au commencement était l'écoute. Et j'ai trouvé ça assez génial. Donc ça peut devenir aussi quelque chose qui nous structure dans nos engagements. Et j'ai bien aimé aussi Malek qui a parlé non pas de vivre ensemble, qui est une expression tarte à la crème, mais de vibrer ensemble. Et donc je pense que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résonance qu'on évoquait, que Georges, tu évoquais en introduction vendredi soir. Voilà, on a besoin de vous, parce que n'attendez pas que le Forum 104 fasse pour vous. Mais en revanche, nous pouvons tous faire quelque chose au sein et avec le Forum 104, tisser des liens entre vous, faites des trucs entre vous en dehors du Forum 104, faites des trucs entre vous au Forum 104, que le Forum 104 soit une caisse de résonance. On y mettra tout ce qu'on peut pour vous aider à vous rencontrer, pour vous donner aussi les moyens de créer des choses ensemble, mais on est absolument incompétent pour créer à votre place. Voilà ce que je voulais dire, et vous remercier beaucoup pour votre participation très active. Le temps des remerciements est venu. Déjà, je voudrais vous remercier vous tous, public, qui êtes venus ponctuellement ou pour tout le week-end. Vous avez été un public formidable. Le week-end a été extrêmement fluide. Vous avez été, c'était super. Voilà. Pour nous, organisateurs, vous avez été un très très bon public. Donc merci à vous. Pouvez-vous vous applaudir? Voilà. Je vais inviter tous les bénévoles et salariés qui donc ont participé à l'organisation de ce week-end à venir me rejoindre. Alors tout le monde n'est pas là, il y en a qui sont repartis, mais tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation, vous serez, voilà, si vous pouvez me rejoindre, hein, venir me rejoindre, voilà, bénévoles et salariés. Je pense que. Alors il y a cette phrase d'André Comte-Sponville que je vous partage. Hein. Le bonheur n'est ni dans l'avoir ni dans l'être. Il est dans le faire. Et j'ai senti beaucoup de bonheur pendant ce week-end. Voilà, j'ai partagé, j'ai senti beaucoup de joie de la part des uns et des autres. Donc merci à vous. Je ne vais pas remercier nommément les uns et les autres. Je vais remercier l'équipe salariée en particulier. Donc il y a Hichem qui a fait un travail formidable. Il est là, Hichem, voilà. Il y a Cécile. Cécile, elle est là. Tu peux lever la main. Arnaud, Charlotte, je ne sais pas s'ils sont là, mais ce n'est pas très grave. Voilà, je finirai par toi après. Je voudrais remercier tous les bénévoles. Je voudrais remercier en particulier 4 qui ont joué un rôle important dans ce week-end. Excusez-moi pour les autres de ne pas tous vous remercier nommément. Je voudrais remercier d'abord Philippe et Constance qui ont pris en charge la célébration interspirituelle et la nuit des méditants de vendredi à samedi. Voilà. Vous pouvez lever la main, Philippe. Voilà. Constance.
Je voudrais aussi remercier particulièrement Catherine et Pénélope qui ont fait un travail formidable pour la soirée anniversaire et pour tout ce qui est décoration. Donc, merci à vous. Voilà. Et puis pour finir, un remerciement un peu plus particulier, un peu plus ému que toi, Pascal. Voilà, Pascal nous quitte. Voilà, Pascal était depuis 10 ans au forum, 13. Bon, 13. Et Pascal a accepté de donner un peu de temps encore en plus jusqu'au forum des 40 ans. Donc c'est pour nous l'occasion de te remercier pour tout ce que tu as apporté au forum. Et il y a un petit bouquet que voilà, Voilà. Voilà, merci d'avoir été aussi pendant cette période de transition. Les 3 dernières années n'ont pas été faciles avec la crise sanitaire. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le forum, sachez qu'en 1 an et demi, toute l'équipe salariée a été renouvelée. Pour diverses raisons, voilà, et que du coup Pascal a quand même été à mes côtés pour assurer cette transition qui n'a pas été simple à vivre, voilà, et puis pour pouvoir permettre à un nouveau collectif de travail salarié d'apparaître et pour pouvoir maintenant construire l'avenir, voilà. Et puis donc je remercie tous les membres de l'équipe d'animation, tous les membres du conseil d'administration qui ont été présents pour la préparation et l'animation, et puis il y a aussi des jeunes qui nous ont aidés. Je vois que Valentin est là, donc j'en profite. Vous avez vu pas mal de jeunes, ce sont des étudiants qui sont venus nous donner un coup de main. Parce que sinon, avec nos propres forces, on n'aurait pas pu réussir à tout réaliser. Donc merci à vous. Et merci à vous. Voilà. Et je ne sais pas si Georges vous l'a dit tout à l'heure, on vous donne rendez-vous le 20 novembre. Oui, tu l'as dit, Georges, mais je le redis parce que c'est important. C'est pas, voilà, on ne se quitte pas ce soir, on a envie de poursuivre avec vous. Et ceux qui ont envie de poursuivre avec nous, on vous donne rendez-vous le 20 novembre pour essayer de tirer des enseignements et dégager des pistes de travail pour demain. Donc, vous recevrez des informations en temps et en heure. Et donc, on vous donne rendez-vous le 20 novembre. C'est maintenant que tout commence. Merci.